un sportif va participer aux Jeux Olympiques, tout l'entourage est bouleversé. Le problème, ça n'est pas l'émotion. Le problème, c'est la réaction à l'émotion. Déjà, tu vois, le premier niveau, c'est de se dire la peur est là, on n'a pas besoin de la juger, quoi. Oui, alors je sais, on va me dire, il y a la pression, mais c'est son métier, la pression. Quand tu gagnes cette compétition, t'es exposé pour tout le monde, toi, ta famille, tout change. Imaginons que par un coup de baguette magique, on enlève le stress. Est-ce que tu continues le sport longtemps ? Le mental, c'est ce muscle qui va obéir à tes croyances. Ça devient une décision de se relever ou pas. Frédéric D'Amato, avec moi aujourd'hui dans le podcast Préparateur mental. T'accompagnes une population assez variée, on en parlait juste avant de commencer à enregistrer, des athlètes dans des disciplines différentes. Tu as aussi une expérience en corporate dans le monde de l'entreprise et je sais que quand je t'avais contacté la première fois, ça faisait partie aussi des éléments que je trouvais intéressants à évoquer, voir s'il y avait des ponts, des parallèles, qu'est-ce qui se retrouve, qu'est-ce qui diffère. J'aimerais bien qu'on rentre dans le vif du sujet dès le départ. Et pour commencer, j'aimerais qu'on parle de la première fois que tu as participé au JO en tant que préparateur mental, que tu as accompagné des athlètes. Donc si je dis pas de bêtises, et corrige-moi si je me trompe, c'était Londres en 2012, Ouais, c'est ça? ça. Ce qui m'intéresse, c'est, avec le recul, qu'est-ce que tu as découvert pendant cette première participation, Londres 2012, tes premiers JO, en tant que préparateur mental? Déjà, j'étais exceptionnel. C'était très, très bien organisé. J'ai pu être sur place pendant 10 jours et c'était incroyable. L'effervescence, l'atmosphère sur place était incroyable. Londres, je pense que Londres est incomparable au niveau des JO et sans doute que si nous on est chauvin, on peut dire qu'on a fait des bons JO, mais je suis pas si certain que pour moi c'est impossible de faire ce qu'ont fait les Anglais. C'est impossible, je crois pas. Alors oui, premier JO, quelque part, c'était mes débuts, ce qui fait que tout était stressant. Il y avait pas je venais du monde de l'entreprise, comme tu l'as dit, donc tout était stressant. Je partais de zéro. Pas de zéro parce que je me formais et j'étais déjà un peu formé. Mais en fait, j'ai aussi commencé par ça. C'est-à-dire que mes premiers athlètes, c'était, alors pas les tout premiers, mais les tout premiers, c'était en patinage artistique. Et très rapidement, en fait, j'ai aussi travaillé très vite avec 6 athlètes olympiques, dont certains ont participé, d'autres n'ont pas participé, en tout cas pour Londres. Ce qui m'a surpris, c'est que finalement, on n'était pas si loin que ça du monde réel, quoi. Ok. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, et on va sans doute en parler, sur l'énergie des JO, etc. Au fond, c'est vraiment des gens comme toi et moi, évidemment, tout le monde peut-être le sait, mais ça bien de le rappeler. Et ce que moi j'avais vécu dans le monde de l'entreprise, qui avait été parfois très, très, très stressant, une pression folle, dans des grosses boîtes et dans un univers vraiment haut niveau, si je puis dire, niveau multinational, niveau des contrats, des gros contrats mondiaux. J'ai pas été finalement, j'ai été stressé parce que c'était nouveau pour moi et parce que c'était une décision qui démarrait pour moi autre chose. Mais par contre, finalement, mis à part le fait que je me sentais au début peu légitime par rapport au sport de haut niveau, j'ai pas été surpris par une différence Jeux Olympiques. Après, en creusant sur les JO, qu'est-ce qui se passe aux JO, bien sûr, je peux te dire et t'expliquer la différence, mais j'ai pas été surpris par un tel écart finalement. Je crois que c'est donc la plus grande surprise, c'est de pas être tant surpris que ça en fait. Okay. Le stress que j'avais, il était le même. Alors évidemment, il fallait pas que je le montre. Il fallait que moi-même je gère cet aspect-là. Je me souviens avant certaines séances qui m'impressionnaient moi-même, faire de la respiration ventrale dans un petit, comme on est un stade d'athlétisme, en fait, je faisais moi-même des tours avant d'aller au rendez-vous parce que j'étais en avance et que je le pouvais et ça m'a fait un bien fou, quoi. Donc déjà, j'ai pu tester rapidement, le niveau de stress était celui-là et là, c'était uniquement sur de la préparation avant les JO. Mais en tout cas, pour moi, j'avais un niveau de pression et de stress qui était élevé puisque c'était le mien, celui de ma reconversion que j'étais en train de faire. Et donc, j'ai déjà naturellement utilisé des outils comme ceux-là qui sont quand même effectivement assez puissants. Quant à ça, c'est déjà intéressant. Donc, je vais peut-être te surprendre, mais c'est peut-être la similitude avec le monde de l'entreprise qui m'a surpris finalement. La première surprise, c'est peut-être celle-ci.
OK, OK. On y reviendra au monde de l'entreprise parce que ça fait partie des sujets que je voulais évoquer avec toi et notamment dans les échanges qu'on avait eus avant d'enregistrer, c'est le fait que tu relevais déjà cette similitude. Je Ouais. trouvais ça assez interpellant, donc je pense qu'on y reviendra. Pour rester sur les JO, hem, et là on peut élargir au-delà de 2012, hein, mais, Ouais. hem, je sais que enfin j'imagine en tout cas, ce que je projette, c'est que ça doit être beaucoup d'excitation, beaucoup Ouais. d'impatience. Ouais. Parce qu'en plus, souvent ça vient, consacrer une période de préparation et d'entraînement, très longue, hein. On sait qu'il y a 4 ans entre chaque cycle, donc Mmh. je pense que les athlètes qui décident d'essayer d'aller se positionner sur la ligne de départ, ça s'anticipe, ça se prépare pendant Ouais. longtemps. Hem, Si on essaye de se mettre, dans la peau de quelqu'un que tu accompagnes, qui va se positionner sur son épreuve, les 48 heures avant, qu'est-ce qui se passe? Comment tu Mmh. travailles avec eux, un peu étape par étape, pour justement faire en sorte que cette impatience, cette excitation viennent pas, compromettre ces, 2-3-4 Mmh. années de préparation et de faire en sorte qu'au moment où ils vont se lancer, ils soient dans les meilleures conditions pour performer. Et tu dis 4 ans, mais en fait, ça peut être 8 Ça ou peut être, 10 beaucoup parce plus long, que ouais. quand tu as 15 ans, Mmh. t tu comprends que tu te rapproches de l'équipe de France ou de ta nation, parce que j'ai travaillé aussi beaucoup avec, des gens de d'autres pays. C'est un projet qui peut être sur, plus que 4 ans. 4 ans, c'est ce qu'on pense parce que c'est de Mmh. l'un d'un JO à une autre, mais il peut y avoir plus. Hem, alors les 48 heures, hem, tu l'as bien résumé, c'est exactement ça. C'est une impatience folle, c'est une excitation, extrême. Alors ce qui est intéressant de comparer, c'est Jeux olympiques, championnats du monde, par exemple. Mmh. Jeux olympiques, 48 heures avant et 48 heures avant championnat du monde, c'est différent. OK. Parce que, JO, ça intéresse tellement de monde. En fait, ça transforme tout le monde. Mmh. Quand un sportif va participer aux Jeux olympiques, tout l'entourage est bouleversé. Mmh. Un championnat du monde, c'est, pas tout de suite, mais ça peut rapidement être une sorte de routine annuelle, tu vois? Et ça intéresse beaucoup moins de gens au niveau national, ça intéresse essentiellement les gens experts dans leur sport et pas tellement autre chose. Les JO, ça intéresse une nation, ça intéresse, la population. Donc l'énergie qui est là-dedans, elle est incroyable parce que, c'est ça la différence entre un championnat du monde qui vaut quand même quelque chose d'énorme Ouais. et les JO. Parce qu'en fait, là, déjà, tu as tous les sports qui sont rassemblés, donc tu as des regards du monde entier. Et puis pour continuer, les spectateurs qui viennent aux JO, ils ont acheté des billets pour les JO Mmh. et pas toujours pour le sport qu'ils sont en train de voir. Mmh. Donc on est vraiment sur ce qui fait l'adhésion, ce qui fait l'émotion, c'est purement le côté nation. Donc ça a rien à voir. Donc et l'énergie donc qu'il y a autour de l'entourage, c'est un truc de fou. Tout le monde est dans une excitation folle. On peut vraiment parler de voilà, d'une impatience assez extrême. Donc pour la tête, c'est ça qui se joue. C'est qu'un championnat du monde, il y a une certaine énergie, une certaine impatience et une certaine excitation de l'entourage. Les JO, c'est sans commune C'est mesure. décuplé, ouais. C'est sans commune mesure. Donc c'est ça la vraie nuance, et donc les 48 heures pour un préparateur mental, le travail, il est fait. 48 heures avant, ça c'est effectivement l'athlète, il est sursollicité de manière, sur les réseaux, pourquoi pas, évidemment, mais il est sursollicité, par, les médias, par les gens qu'il rencontre, enfin, ça n'est que ça, les proches, ça n'est que ça. En fait, son travail à lui, c'est d'essayer de rester un peu, alors ce qu'on appelle sa bulle, mais ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler. Quand je dis bulle, ça se comprend, mais bon, ça n'est pas qu'une bulle. Ça, c'est un travail de préparation mentale que j'aurais peut-être pas le temps de faire aujourd'hui, mais la bulle, c'est quelque chose, pardon, mais c'est un peu ça l'idée. C'est quand même qu'il continue à interagir avec le monde, mais sachant que là, le monde, il est très, très présent. Donc souvent, la plupart, ils s'isolent un peu. Ils s'isolent, les parents, la famille ont beaucoup moins de relations d'échanges avec eux parce que, d'une certaine manière, le sportif se protège. Mmh. Parce que les émotions, ça peut vite partir, C'est contagieux, et ouais. est-ce que tu as oublié ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Et cetera, et les gens qui veulent faire que du bien à l'athlète, en fait, ils vont peut-être le surcharger, quoi. Donc ces 48 heures avant, c'est en termes de préparation mentale, tu fais pas grand-chose. OK. Parce que tout est fait, en fait. Tu as bossé pendant 1 an, pourquoi pas, tu as bossé pendant 6 mois. On est plus sur 6 mois là quand même, 6 mois, 1 an, ou peut-être davantage en réalité si tu commences avec quelqu'un beaucoup plus tôt. Mais sur les 48 heures,
moi, mon rôle, il est déjà fait. Mon travail, il est déjà fait. Et surtout, à ce moment-là, moi, j'ai à cœur d'en dire le moins possible. C'est sa compétition. C'est sa compétition. Et moi, j'en dis le moins possible. À ce moment-là, je peux répondre à des questions éventuellement. Et même parfois, je peux ne pas répondre aux questions parce qu'il a la réponse en lui, en elle. Donc, c'est vraiment peut-être particulier. Mais c'est clair qu'on peut peut-être s'imaginer que dans ces 48 heures, on va travailler fou. Mais non, le travail, il est fait en amont. Et puis là, en préparation mentale, c'est quand même relativement rare que je travaille au-delà de la veille. OK. Tu vois, de manière générale. Donc, et même souvent, c'est le plus tard, c'est la veille. Et je travaille avec quelqu'un quasiment jamais le jour de la compétition. Je peux être présent parce que ma bouille va rappeler le travail qui est fait. Pourquoi pas? Ça peut être aussi ce que tu veux, un rituel, ça peut être n'importe quoi. Mais au fond, le travail, il est fait. OK. Et les jours qui précèdent encore, on peut être sur une approche plus physiologique, à savoir faire de la respiration, faire de la méditation, pourquoi pas. Mais concrètement, en fait, déjà pour y arriver, il y a eu des épreuves avant, il y a eu des compétitions avant qui font que tu t'es déjà largement préparé. Rien que quand tu fais des qualifications pour les JO, quand tu passes par une qualification, c'est pas pareil que quand c'est déjà une épreuve en soi qui est incroyable. Quand tu les as passées, les qualifications, tu y es, tu as déjà gagné. Alors bien sûr, quand tu es Teddy Riner, tu vas que pour la médaille d'or, mais pour certains, y être, c'est déjà la victoire. Par conséquent, les qualifs sont souvent bien, bien plus Chargé. difficiles, Ouais. chargés, comme tu dis, émotionnellement, et difficiles que les JO qui sont en fait déjà réussis, quoi. OK. Alors, je vais être honnête avec toi, je m'attendais pas forcément à cette réponse, donc c'est hyper intéressant. Si, j'ai une première question, de follow-up par rapport à ce que tu viens de me dire là, qui est, tu as évoqué cette notion de bulle et j'ai bien compris que c'était pas forcément évident de rentrer dans le détail de ce que ça implique, dans le temps qui nous est, «imparti» entre guillemets. Mais la question que j'ai pour toi, c'est plus à ce moment-là, tu dis: «Bon, ouais, il y a certains athlètes qui vont avoir potentiellement tendance à s'isoler». Ouais. Qu'est-ce qu'ils cherchent à préserver ou à protéger à travers ça? Et par là, ce que je questionne, c'est quels sont, entre guillemets, les ingrédients, nécessaires à une bonne performance auxquels ils doivent être vigilants ou qu'ils doivent essayer justement de préserver en se protégeant peut-être des sollicitations ou, de cette, c'est sans doute pas le bon mot, mais contagion émotionnelle, tu vois? De ce que l'entourage peut, projeter, partager, ramener avec lui, quand il interagit avec l'athlète, à ce moment-là. Tu viens de tout résumer, en fait, c'est la gestion des émotions. Donc c'est ça, en fait, c'est de ça qu'ils se protègent. OK. Comme je te l'ai dit, en fait, pour arriver jusqu'à cet événement, tu as déjà, en travaillant en préparation mentale, beaucoup travaillé cette gestion des émotions. Clairement, en vérité, c'est amusant de se dire, oui, il y a une différence entre différents niveaux de compétition, mais concrètement, pas tant que ça, en fait, hein. Quand tu travailles, quand tu vas plus loin avec, peu importe si c'est sport ou pas, tu te rends compte qu'une réaction de genre: «J'ai oublié mon portefeuille», peut générer une réaction Ouais, émotionnelle qui est folle. ouais. Tu peux péter un câble parce que tu as oublié un truc. Dans n'importe quel autre contexte, ça te perturberait, pas plus que ça, mais là, avec tout ce qui se joue autour, Non, mais c'est amplifié. non, mais ce que je te dis même, c'est que parfois dans la vie de tous les jours, alors qu'il y a pas d'enjeu, tu fais un truc, tu oublies ton portefeuille, c'est la fin du monde. Ouais. Et là, tu te rends compte que l'aspect de réaction émotionnelle, il est complètement dingue. Et alors qu'il y a rien derrière, bah, tu vas peut-être perdre un rendez-vous, tu es en retard, avoir un quart d'heure de retard, et c'est tout ce qui s'est passé, quoi. Mmh. Mais la réaction émotionnelle peut être folle. Donc, ce que fait l'athlète dans ces cas-là, il s'isole pour 2 choses. Parce que s'il doit gérer l'émotion des autres, Mmh. il devient le préparateur mental des autres. Ouais. Donc il a autre chose à foutre. De quoi il se protège? Des émotions, mais surtout, il se protège de la fatigue. Mmh. La fatigue nerveuse que cette répétition de messages peut lui générer. OK. Cette sollicitation, c'est ça, il doit conserver son énergie, donc il doit travailler c'est beaucoup sur la fatigue. OK. Je vais pas m'épuiser mentalement parce que je dois répondre à toutes les sollicitations, toutes les questions, tous les conseils qu'on me donne, «Ah, t'as pas oublié ceci, t'as pensé à cela». Mmh. OK. Et on le prépare, en préparation mentale, on le prépare à cette autonomie-là. Mmh. OK. Très bien. Donc c'est beaucoup la fatigue. C'est beaucoup la fatigue, c'est la peur de la fatigue nerveuse et c'est normal. Donc il y a effectivement la méditation peut être très bien. Tu te coupes pendant une demi-heure par exemple et là c'est très bien. Tu sais que tu a priori ton portable, il te servira que, éventuellement écouter quelque chose ou en fait à rien. Mmh. Donc c'est plutôt ça de gestion des émotions. C'est ça en fait, c'est le cœur du métier. La préparation mentale, c'est clairement, c'est
apprendre la gestion des émotions. OK. Donc parlons-en parce que tu disais, le gros du travail, on l'a fait avant. Oui. Et effectivement, tu as évoqué plusieurs fois l'importance de la gestion émotionnelle, Oui. réussir à être équipé, outillé pour avoir une forme de régulation. J'imagine que tous les athlètes sont différents, Mmh. mais si, tu devais donner, 1 ou 2 scénarios, que tu as vu se reproduire, par exemple, ou qui sont, entre guillemets «des questions, des doutes, des Mmh. considérations un peu, universelles», même Ouais, si ouais. je me méfie des absolus, mais c'est pour essayer de se donner des points de repère. Hem, Lesquels ce seraient et du coup, comment est-ce que tu accompagnes, les athlètes avec lesquels tu travailles qui sont potentiellement dans ces scénarios-là, Mmh. que tu as pu voir, se répéter 2 ou 3 fois, ou plus avec tes athlètes Alors, il y a avec lesquels évidemment tu plein de bosses? réponses possibles. Je vais en choisir une peut-être un peu facile, mais peut-être c'est aussi, voilà, c'est pour pouvoir te répondre de manière, compréhensible et c'est plus facile pour moi. Hem, le phénomène principal, c'est la peur. Mmh. La peur de quelque chose, la peur. Naturellement, l'être humain, alors je t'explique déjà ce que je vais dire à une personne, mais en même temps, voilà, tu vas comprendre le sens de cette démarche. Hem, si je devais faire simple, je dirais: le problème, ça n'est pas l'émotion. Le problème, c'est la réaction à l'émotion. La peur, c'est une émotion. Primaires d'ailleurs, donc dans les toutes premières, celles que peut avoir, un nourrisson, enfin les tout petits, ont a priori d'après ce qui a été étudié, les peurs, primaires, les émotions primaires. Et après les autres, ce sont des constructions Mmh. qui existent avec, l'expérience, l'apprentissage, Intéressant. comment dire? L'éducation implicite, c'est-à-dire, ce qu'on voit, ce qui devient donc des croyances. Donc le niveau d'émotion qu'on appelle l'émotion secondaire, c'est la construction en fait d'émotions, primaires entre elles ou, la combinaison d'émotions, plusieurs, plus, croyances et cetera. Donc l'impact est le même. OK. L'impact est le même. Mmh. C'est juste là une explication sur la différence de degré et encore non même pas de nature, Typologie, ouais. Mmh. plutôt de nature que de degré. Le degré c'est variable, mais c'est pas parce que ça s'appelle confiance ou parce que ça s'appelle peur ou qu'il y a une différence forcément de degré. C'est une émotion, c'est une émotion. Donc la peur, heu, les réactions naturelles qu'on a observées et tu vois, il s'agit pas d'avoir fait des études, longues en préparation mentale pour savoir, c'est, l'homme préhistorique devant, l'ours et lui-même, il est pas athlète de haut niveau, mais il a sa vie entre les mains parce que, enfin, par rapport à ses choix. Les réactions naturelles sont, la fuite, sont le combat Mmh. ou la sidération. C'est ce qui se passe naturellement. Régulièrement, pour un athlète, ça peut être la sidération qu'on va travailler. Qu'est-ce que OK. ça veut dire? Quand j'explique à un athlète que là, on est sur un phénomène de peur et peu importe d'où elle vient, peur de gagner, peur de perdre, peur de déplaire, c'est long, peur de pas réussir et cetera. C'est un phénomène de peur, c'est l'émotion, c'est ça qui se joue. Donc il y a une peur. Hem, du coup, dire que dans tes réactions naturelles, il y a notamment la sidération qui consiste à être, bouche bée, ce que tu veux, en fait, tu es figé, tu es paralysé. Tu l'entends, hein, quand les sportifs vont te dire: «Bah, là, je suis paralysé». Bah, c'est quoi? C'est la conséquence de la réaction à l'émotion qui est naturelle et on va pas dire qu'il faut pas le faire, de toute façon, c'est naturel. Maintenant, quand tu apprends ça à un athlète, à un sportif, il est pas en train de s'interroger sans cesse sur la situation qu'il est en train de vivre. Hop, j'ai pris un coup de peur, j'ai plein de façons de réagir et je suis en train de réagir en étant un peu figé. Le fait de lui avoir expliqué ça, il restera pas longtemps figé. Mmh. Parce que ce qui se passe, c'est quand il ne le sait pas et c'est vraiment presque aussi simple que ça, hein. Lorsqu'il ne le sait pas, en fait, il se demande: «Mais pourquoi est-ce que je suis figé? Pourquoi est-ce que je suis paralysé? Donc je suis mauvais? Donc je suis nul?» Et là, en fait, il rentre dans Spirale, une ouais. sorte de réflexion dans l'instant. Mais là, en fait, il a perdu une seconde. Mmh. 1 seconde et demie, il a perdu quelque temps. Ce temps-là, il est crucial, dommageable et concrètement, en fait, c'est ce que certains vont penser être de la déconcentration et au fond, c'est ce que c'est. Mmh. Ça devient ça. Donc on peut aussi à travers l'explication et c'est beaucoup, ce que je t'avais dit déjà que je travaille beaucoup, c'est aussi expliquer ce qui se passe. Mmh mh. Quand tu expliques ce qui se passe, il y a pas cette interrogation, donc tu passes directement à la focalisation suivante, tu passes à ta tâche, tu te remobilises rapidement sur ta tâche. Mmh. OK. Parce que tu sais que c'est une des réactions possibles et pourquoi pas, pourquoi pas c'est une réaction qu'on a observée, que lui il a exprimée. Alors c'était une des questions que j'allais te poser. Il y a 2 choses qui me frappent dans ce que tu dis que je trouve intéressantes.
La première, c'est que, et peut-être que je l'ai mal compris, mais c'est une question qui me brûle un peu, c'est, tu dis: «Bah, il y a l'émotion et en fait, la raison, le sens qu'on lui donne, ce qu'on lui attache, Ouais, c'est pas que c'est secondaire, mais c'est peut-être pas le premier travail qu'on doit faire qui est de se dire: "Attends, déjà on l'identifie, ouais, ensuite on comprend les réactions que ça génère ouais. et derrière on réfléchit ensemble à comment je t'aide à te remobiliser rapidement"». Oui, absolument. Mais donc du coup, ce que j'entends à travers ça, c'est que, et peut-être, enfin, ça veut pas dire que tu fais pas le travail avec eux, mais, il y a quand même un truc autour de ce qui le cause, ce qu'on met derrière, le sens qu'on choisit de lui associer, c'est pas trop notre sujet. C'est l'important, c'est plutôt d'être en capacité de l'identifier et de le «nommer» entre guillemets, Ouais, pour pouvoir derrière se mettre en ouais. mouvement. Donc ça, c'était le premier point, qui m'est venu en t'écoutant et le deuxième point, c'est, heu comment est-ce que est-ce que tu as déjà été confronté à un cas de figure où tu avais un athlète qui avait du mal justement à mettre des mots sur ce qu'il ressentait et donc ce qui pouvait peut-être rendre la lecture de la situation plus Mmh. compliquée parce que, bah, pas le vocabulaire pour Mmh. nommer en fait, Mmh. ce par quoi je traverse, je n'arrive pas à l'expliquer, Ouais, alors ouais. peut-être qu'il y a un proxy ou un moyen de le faire qui est de, bah, physiologiquement décris-moi ce qui se passe dans ton corps et en partant de là, on peut peut-être tirer le fil. Mais du coup, je suis assez curieux de, effectivement d'avoir ton point de vue sur ces 2 sujets qui sont: qu'est-ce que tu fais face à un athlète qui a du mal à s'exprimer, Mmh. et à parler de son ressenti? Et 2, est-ce que tu travailles sur les causes, plus ou moins profondes qui peuvent expliquer Mmh. l'émotion, Ouais. qui traverse l'athlète? Ou est-ce que tu pars du principe que, oui, c'est un travail intéressant à faire, mais, pas dans ce contexte-là, pas avec moi, enfin? Non, évidemment, le niveau de réponse que je t'ai donné, était pour, une réaction immédiate. C'est-à-dire que, quand tu as expliqué ça, tu as expliqué tu as fait une belle partie du travail qui consiste à, la refocalisation. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on fait un accompagnement sur de la durée, heu, on a on peut avoir besoin de comprendre, le fonctionnement qui amène à cette réaction. Mais la peur, elle a pas besoin de s'expliquer en soi. Mmh. On la peur, elle est là. Déjà, tu vois, le premier niveau, c'est de se dire: «La peur est là», on n'a pas besoin de la juger, quoi. Mmh. Ça, c'est très important. On n'a pas besoin de la juger, c'est humain, c'est et on a tu vois, concrètement, une des approches, c'est de ne pas juger la peur. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller forcément comprendre. Après, concrètement, oui, on a aussi besoin d'aider le sportif, d'aider qui que ce soit d'ailleurs, à comprendre le chemin qui l'emmène éventuellement à ce que cette peur soit excessive, pourquoi pas à certains moments. Qu'est-ce qui se joue? Oui, alors là, on est sur un travail de relativisation aussi, pourquoi pas, qui permet de comprendre, alors ça se fait aussi au niveau inconscient. Mmh. Moi, je travaille beaucoup aussi au niveau inconscient. Ça veut dire que, l'idée, c'est de faire des parallèles, de creuser parfois je laisse le sportif, la personne me dire: «Tiens, tu pas un petit truc qui vient comme ça naturellement à l'esprit, et qui a peut-être été un traumatisme, pourquoi pas, un événement qui est marquant et qui reste un petit peu» ça c'est un transfert qui est fait, ça revient, c'est ça l'émotion du moment, elle est aussi, corrélée avec une émotion qui a été déclenchée en réponse à un certain moment. Mmh. Donc évidemment, il peut y avoir c'est hyper intéressant et il peut y avoir un lien. Enfin, en réalité, il y a toujours un lien. Donc oui, oui, tu as raison, on va aussi creuser avoir une réflexion sur qu'est-ce qui a amené à ça? On peut très bien ne jamais le savoir. Mmh. Le cerveau va pas tout dire. Il y a une partie des choses dans la vie qui restera cachée. Il y a des choses qui vont rester cachées parce que c'est plus confort pour quelqu'un de pas revivre un trauma. Mais le fait qu'on en parle, le fait qu'on travaille sur ça de manière inconsciente, parce que j'ai pas forcément besoin d'avoir l'élément. Lui, il l'a, son cerveau, il l'a, son souvenir, corporel l'a. Et quelque part, lui, quand on va sur quelque chose quand on fait un parallèle, et d'ailleurs c'est assez amusant quand tu poses la question, les gens vont ramener un souvenir précis. Celui-là. Là, tu te dis: «Mais il y a pas d'erreur, quoi». S'il te dit celui-là, c'est qu'il y a pas Ouais, si d'erreur. c'est évident et que ça sort tout Ça seul, sort c'est et la que personne 1 minute avant, elle savait pas qu'elle allait dire ça, hein. ouais. Elle te dit ça: «Ouais, tiens, il y a peut-être ça» et là, en fait, elle se rend compte, c'est une révélation, quoi. C'est le cerveau, il est hyper puissant, donc il lui dit pas, il lui dit ou alors c'est peut-être même pas la vraie cause, mais ça a pas d'importance. Donc oui, il y a un travail sur la réflexion de qu'est-ce qui a amené à et effectivement, on le fait parce que c'est du coup, on peut conscientiser, on peut à la fois inconscientiser, je sais pas si on le dit en vérité, de rendre inconscient, mais aussi conscient et du coup, oui, c'est plus facile derrière pour lui avoir une approche différente, dire: «Bah, tiens là, jusqu'à présent je réagissais comme ça» et ça c'est aussi un élément, un excellent élément pour, observer la progression d'un athlète, d'une personne, c'est: «Tiens dans ce cas de figure-là, aujourd'hui je ne réagis plus comme ça» Mmh. et ça là tu te rends compte, bah, à chaque fois que je faisais ça jusqu'à présent, je buggais
Et là, maintenant, j'ai compris le truc et on l'a peut-être travaillé grâce à cette histoire du passé, etc. Peu importe. Et là, la personne ne réagit plus dans des situations qui sont semblables émotionnellement et réagit cool. Elle réagit bien, ou alors ça veut dire qu'elle est impactée, mais 5, 10, 15 minutes, 24 heures, pas 6 mois. Là, on a gagné aussi. Donc, c'est la réponse pour la question de la réflexion. Le deuxième point, il est aussi très intéressant parce que, alors, ils n'ont pas besoin toujours d'avoir les mots. Mais moi, je suis là pour les aider à les avoir. Prenons un exemple simple. Aujourd'hui, tu sais très bien, tout le monde a le seum. Et ça veut rien dire. Qu'est-ce que je mets derrière moi? Ça Comment veut je le rien dire. comprends? Ouais. Moi, clairement, je vais pas dire à quelqu'un, tiens, c'est ridicule de dire ça parce qu'en fait, c'est un mot qui ne veut rien dire. Je sais même pas d'où ça vient. J'aime bien les mots, mais je sais pas d'où ça vient. Peu importe, c'est comme ça. Mais au fond, si ça signifie pour lui, si ça a un sens émotionnel, ça a un sens émotionnel. Le travail qu'on va faire, justement, c'est d'aller plus loin. Comme tu l'as dit, effectivement, à travers les sensations, à travers... et concrètement, même si quelqu'un a peu le vocabulaire, pour le coup, en creusant, tu peux trouver. Et moi, mon travail, c'est de l'aider. Où est-ce que ça se situe? Pourquoi pas? Comment ça Pourquoi se pas? ouais, Mais OK. si on est... voilà, ça peut être une question de à quoi ça ressemble, comment ça se situe, mais c'est surtout trouver un mot. Et le mot, on va le trouver ensemble. Récemment, tu vois, ça va peut-être te surprendre mais ça revient sur ça revient sur, comment dire? Sur, ta question un peu au début. J'étais avec bon, je travaille beaucoup à distance, en fait, parce que de plus en plus, je suis sollicité à travailler à distance parce que bon, ma réputation, tant mieux, croît et du coup, j'ai de plus en plus de gens qui travaillent avec moi à distance et puis c'est génial parce que, comme je te disais, je peux aussi travailler sur des sports et ça va répondre peut-être aussi à une question après, que je ne connais pas. La vérité, c'est que c'est un super atout de ne pas le connaître parce que je fais aucun transfert, en fait. Ouais. Je fais très, très, très peu de transferts de quelqu'un qui pourrait être un ancien de la discipline. Moi, j'ai pas de questions tabou puisque j'ai pas de questions, mais toutes mes questions sont bêtes ou naïves parce que je pose la question de quelqu'un qui n'y connaît rien. Voilà. Donc j'étais avec une jeune escrimeuse qui est basée à Charleville-Mézières. Tu vois, on est vraiment à l'autre bout de la France. Là, la semaine qui vient, je vais voir quelqu'un qui fait du biathlon. J'ai quelqu'un qui est basé en foot à côté de Toulouse, qui joue a priori dans un club aussi excellent à côté de Toulouse. Donc il y a vraiment plein de monde. Mais je reviens sur cet échange avec cette jeune escrimeuse. Et je lui ai dit, tu vois, là, ce que tu vis, c'est tu trépignes. T'imagines bien que si elle a 14 ans, elle sait pas elle sait pas nécessairement ce que veut dire trépigner. C'est pas le premier mot qui lui vient quand elle cherche à décrire ce qu'elle ressent. Mais carrément pas. Mais tu te rends compte à ce moment-là le bienfait que tu leur apportes. Trépigner. Alors je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es impatiente, mais de manière optimiste. Et déjà, je peux faire une nuance entre quelqu'un qui est à l'approche d'une compétition et qui n'a qu'une envie, c'est de la fuir, c'est de se débarrasser de la compétition. Lui, il est en mode ou en mood excité, quoi. Excité, mais excité, je veux me casser, je veux pas la faire. Oui, ah oui, tu vois. Et c'est intéressant aussi de voir quand tu as quelqu'un qui passe de ouais, cette compétition, je la veux, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai peur, mon Dieu, que ça se termine vite. Là, on est sur une peur dure, une peur qui est plutôt pas encourageante, plutôt négative, une appréhension, mais un peu dure. Et quand tu as quelqu'un qui est en mode ou en mood, je trépigne, ça veut dire qu'elle a qu'une hâte, c'est d'y être. Tu comprends que là, le niveau de confiance, il a bougé. Tu as quelqu'un qui n'a pas confiance assez ou qui est dans un doute fort, qui a qu'une envie, c'est de s'en débarrasser. Ce sera passé, ce sera terminé. On est dans la fuite. On est sur j'ai hâte d'y être pour la fuite. À l'inverse, on est sur quelqu'un qui a hâte d'y être parce qu'elle veut réaliser ce qu'elle sait faire. Et là, on est dans la confiance. Et là, quand tu as ce genre de retour, tu sais que aussi tu as beaucoup avancé, quoi. Et donc voilà, trépigner par exemple, c'est l'excitation dont on parle. Je suis excité d'aller à cette compétition. Pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai pas de problème à en parler publiquement. Moi, j'ai été suivi pendant très longtemps, j'ai fait une thérapie pendant 10 ans et un des premiers sujets sur lesquels, enfin, c'est peut-être pas le premier, mais assez rapidement, un des sujets sur lesquels j'ai travaillé avec la thérapeute qui m'accompagnait, c'était les difficultés que j'avais à nommer mes émotions. Oui. En fait, je mettais colère, tristesse dans le même panier. En fait, j'arrivais pas à faire la distinction entre les deux.
Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec elle justement Mmh mh. sur, aller exposer des situations, exprimer Mmh. ce que je ressentais et commencer à être en capacité de mettre les bons mots sur mes états Mmh. émotionnels, parce qu'on les appréhende pas forcément de la même façon et que parfois ils appellent pas la même réponse non plus. Et donc, je pense effectivement que c'est un travail important à faire, mais qui est très compliqué à faire tout seul. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir, quelqu'un, qui te renvoie la balle et qui Mmh. te pose des questions pour justement Ouais. t'aider à mieux caractériser la situation, ce que tu vis, ce que tu ressens et donc t'aider ensuite à mettre des mots que potentiellement tu ne connais pas sur ce que tu Pourquoi pas, vis ouais. et Mmh. donc du coup, je trouve ça intéressant. Mais je vais je si tu Vas-y. permets, la différence que je vais avoir moi avec un psychologue sans doute, c'est que je vais m'autoriser tout de suite à l'aider à nommer. En Mmh. fait, il va pas falloir 3 séances, on va nommer très vite. C'est-à-dire que moi, Mmh. éventuellement, bon, avec 15 ans d'expérience, je peux commencer à «deviner» entre guillemets ou supposer, humblement que ça peut être telle ou telle émotion et qu'avec, ce qu'elle va me décrire, on peut aller et puis en fin de compte, même si on se trompe, simplement, moi je vais lui dire: «Tiens, c'est peut-être ça». En expliquant: «Tiens, ce que ça veut dire». Pour revenir à la question de tu trépignes, j'explique le sentiment qu'elle a. Est-ce que ça correspond à ta Et est-ce que réalité? ça et je Ouais. lui dis et pourquoi pas, je lui dis: «Tiens, je vais donner le monde la définition», parce que je n'ai pas forcément, je peux l'expliquer, mais je dis: «En plus, on va prendre le dictionnaire, on va regarder ce que ça veut dire». Pour être certain, j'aime bien, rassurer les gens et leur dire: «Bah, tiens, ce que tu ressens, c'est ça, donc ça, c'est l'émotion». Et c'est vrai que c'est pas une émotion qu'on va régulièrement, exposer. Hem Et comment dire? Mais voilà, oui, nommer Mmh et quand le sportif te dit: «Oui, c'est ça» ou «Ça me parle», on a gagné aussi. mh. Mmh mh. Parce que là, tu sais que tant que le sportif se sent pas aligné avec ce que tu vas proposer, bah, il te dira pas oui. Ouais. Donc, une autre approche, effectivement, une autre approche du préparateur mental et qui est notamment la mienne, c'est d'essayer d'aider à aller rapidement sur l'émotion, sans jugement, surtout pas, bien entendu. Mais ça vient quand même relativement assez vite. Et pour revenir sur le mot, pour cette expression, j'ai le seum. Ok, mais tu sais que là, c'est hyper simpliste. Malheureusement, tout le monde a l'utilisé à tort et Tort à et à travers. travers, ouais. Mais ce qui est important, c'est ce que nous, on va y mettre derrière, ce que toi, tu vas y mettre, parce que ce soit effectivement, pour que ce soit, et parce que ce sera plus clair pour toi. Et ce qu'on me dit souvent aussi, c'est, «Maintenant, c'est plus clair pour moi» et dès l'instant que quelque chose est plus clair pour quelqu'un, il avance. Ça aussi, ça fait partie des éléments qui nous font comprendre que là, ça passe, quoi, là, ça progresse. Quand les gens te disent: «Ça me parle», quand les gens te disent, je sais plus ce que j'ai dit juste à l'instant, C'est plus mais clair. c'est plus clair. La clarté mentale dont on parle souvent. Quand c'est plus clair, les gens, ils avancent. Je pense que je reviendrai sur le sujet de la clarté après, mais juste comme on disait sur le sujet de la peur, quand on a échangé ensemble, tu as mentionné, quelque chose que je trouvais très intéressant et au fond, le sujet de la peur, je pense qu'il est intéressant parce qu'il est universel. On le ressent tous à un moment ou à un autre, Ouais. alors on est plus ou moins sensible, Mmh. les enjeux peuvent varier, mais en tout cas, je pense que c'est une émotion comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est une émotion primaire, donc qu'on ressent tous. Mais il y a une «typologie» entre guillemets, de peur que je trouvais intéressante à creuser avec toi, c'est la peur de gagner. Mmh mh. Parce qu'en fait, je pense que, je suis curieux de comprendre comment est-ce que tu peux être amené à l'identifier? Parce que c'est à mon sens, très compliqué, j'imagine en tant qu'athlète aussi, à admettre. Tu vois, il y a un truc, Mmh. je trouve que ça doit pas être simple de formaliser le fait de dire, c'est pas évident de dire, «Ouais, je crois qu'au fond, j'ai peur de gagner». Pourquoi j'ai peur de gagner? Qu'est-ce qui Ouais. se joue? Tu vois? Enfin, et comment j'en suis arrivé à cette situation-là? Alors on creuse évidemment ça, régulièrement, rapidement en préparation mentale. Non, c'est loin d'être, surprenant finalement. Et tu vas comprendre ce que je veux dire. La peur de gagner, pourquoi? Heu, Parce que, quand tu gagnes, éventuellement, tu passes un palier. Quand tu gagnes, éventuellement, les attentes autour changent. Quand tu gagnes cette compétition, tu es exposé pour tout le monde, toi, ta famille, tout change ou pas. Mais je veux dire dans l'esprit, tout peut changer. Hem, Passer un palier, c'est l'un des premiers, ça fait partie des grandes raisons qui font qu'on a peur de gagner. Hem, il y a sentiment du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que, c'est pas ma place en fait. On m'a toujours dit: «Tu y arriveras pas» et cetera, mais j'y arrive quand même.
Et au fond de moi, on arrête. Donc du coup, et comme le cerveau aime bien, Forme comment dire, d'incohérence, en fait, qui se joue entre, ce qu'on me renvoie, ce que je constate, comment je fais pour et ce que je réconcilier les crois, 2, ce que je ce que crois, je crois, ouais. ce que je crois, parce que ce que les gens renvoient, c'est une chose, mais c'est ce que tu vas en croire, ce que tu Mmh. vas en faire. Ce que je t'ai dit, hein, l'autre jour, c'est le mental, c'est ce muscle qui va obéir à tes croyances. Mmh mh. Pour moi, c'est un élément qui explique à quel point le corps réagit aussi à ta croyance. Donc, si tu crois que bah, c'est pas ta place, t'as pas le droit ou X raison, et ben donc c'est ça la peur de gagner. C'est ça qui peut se traduire. Il y a peut-être encore d'autres éléments à creuser, ce qui me vient rapidement tout de suite. Euh, et du coup, ben, ton geste peut être un petit peu limité. La peur tout court, du coup, qui est donc une peur. Encore une fois, il n'y a pas tellement de différence entre la peur de gagner et la peur de perdre. Sauf que la peur de perdre, ça paraît presque plus naturel sur le principe, mais la peur de gagner est vraiment aussi courante. Et on travaille beaucoup aussi, ouais, parce que c'est la légitimité. OK. Lié à ça, hem, comment est-ce que tu fais pour «diagnostiquer» entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais pour, identifier quand une personne est un peu en train de se saboter toute Mmh. seule? Et du coup, comment tu l'accompagnes pour essayer de sortir de cette dynamique? Et peut-être à travers ça, on peut commencer à évoquer le sujet des croyances, qui est quelque chose qui est, j'ai l'impression, assez, central. J'imagine, en tout Ouais. cas, dans le travail que tu fais avec les Mmh. gens, d'aller essayer, et je pense qu'au même titre, enfin, tout à l'heure, tu l'as mentionné en passant, quand tu distinguais les émotions primaires et les émotions secondaires, et tu as fait le lien avec, construction, Mmh. croyance. Mmh. Donc en fait, je pense qu'il y a aussi le même enjeu à être en capacité d'identifier et nommer ce qui se joue, alors peut-être que ça c'est sensiblement le même travail, peut-être que l'approche est un peu différente, mais aussi ce qui m'intéresse à travers cette, question des croyances, c'est comment tu fais pour, en tout cas, le sentiment que j'en ai, c'est que c'est quelque chose qui est un petit peu plus, tu peux le modeler, en fait. Enfin, c'est à la différence d'une émotion primaire, la peur, alors oui, tu peux travailler sur faire en sorte que ce qui suscitait de la peur, 6 mois plus Ouais. tôt, suscite plus la même réaction Ouais. émotionnelle Ouais, 6 mois ouais, plus ouais. tard, entre guillemets. Mmh. Mais j'ai le sentiment que les croyances, c'est un sujet qui est un peu plus malléable, que tu peux peut-être un peu plus travailler, et je suis curieux de savoir comment est-ce que tu travailles ce sujet-là avec les athlètes, que tu accompagnes? Donc là, tu viens de faire la preuve que tu avais cette croyance. Mmh. Ouais, OK, Donc c'en est une. OK. C'en est une, tu vois? Je crois que, Oui, c'est une ouais, croyance. ouais. Mmh. Plus malléable, pas malléable, j'en sais rien. OK. C'est le même principe. Et oui, les croyances, c'est complètement fondamental, en préparation mentale. Mais au fond, est-ce que c'est pas encore une émotion? Alors c'est une combinaison, effectivement, c'est une construction. Les croyances, c'est une construction, effectivement. Hem, c'est changement de prisme. C'est souvent ça la réponse, la solution, OK. c'est changement de prisme, l'angle de vue. OK. Quand tu es là, tu vois ça, quand tu changes, tu fais 2 pas à côté, tu vois autre chose. Mmh. Et là, tu te dis: «Ah mais du coup, en fait, c'est pas tout à fait ce que je pensais. Il est pas tout à fait bleu, il est bleu-violet». Mmh. Là, tu changes. Ah bah, c'est parce que pendant 10 ans, j'ai cru que c'était bleu. J'ai changé de côté, en fait, avec le reflet du soleil, c'est bleu-violet. C'est ça la croyance. Donc, est-ce que c'est compliqué? Pas tant que ça. Mmh. C'est le travail. C'est ce qui est passionnant d'ailleurs dans mon métier, c'est que presque c'est jamais compliqué. Mais bien après, il faut un peu d'expertise quand même, mais je veux dire, je le vis pas comme ça, comme étant, soit c'est très compliqué, soit c'est pas très compliqué, peu importe, c'est mon travail. Mais quoi qu'il en soit, la croyance, c'est régulièrement un changement de prisme. Donc moi, ce que je peux faire, c'est aider, pourquoi pas, un changement de prisme. Tu parles de croyance. On peut aussi, parler des relations entre les gens. Lui, quand il fait ça, il m'attaque. Et quand tu vas discuter avec cette personne, mais non, pas du tout, je l'attaque pas en fait. Soit j'ai rien fait du tout, soit j'ai cru lui-même qu'il m'attaquait, du coup j'avais peut-être réagi comme ça. Ça n'est que ça. Mmh. Le monde aujourd'hui repose sur des croyances. D'ailleurs, il y a les dieux, et cetera, mais tu vois, on est tous tout est basé sur les croyances. Donc en fait, c'est vraiment une assise énorme. Aujourd'hui, les guerres, c'est les croyances. C'est, bah, si lui a fait ça, ça veut dire que non, ça veut dire qu'il a peur, ça veut dire qu'il ressent la jalousie, ça veut dire qu'il est un être humain. Mmh mh. Tant qu'on n'aura pas compris qu'on est tous des êtres humains et qu'on fait des interprétations en permanence, on se mettra sur la gueule. Ouais, il y a Et pardon, vas-y. et du coup, ça veut dire que cette,
interprétation de ce que l'autre pense, c'est aussi l'interprétation de ce qu'on croit penser, de ce qu'on ressent. Donc, c'est pas seulement sur ce que l'autre fait, mais c'est un exemple. Et je crois que. Et je crois aussi que moi que. Tout se joue là. Donc, encore une fois, changement de prisme, se dire que peut-être parfois, en fait, lui en face, ou toi-même, c'est une peur, que c'est normal, mais peut-être qu'à un moment donné, c'était une peur qui était valable quand tu avais 7 ans. Et Mais qu'aujourd'hui, que t'as pas questionné depuis et que tu et que continues tu n'as pas à... besoin, Ouais, absolument, mais c'est ouais. le principe, hein, c'est le principe même. C'est le principe d'ailleurs souvent de l'hypnose ericksonienne. C'est ta réaction, elle correspond à une peur, par exemple, pourquoi pas un mécanisme de défense qui a démarré quand tu avais 4, 5, 6, 7 ans. Et puis aujourd'hui, c'est ta réponse et c'est tes croyances. Donc aujourd'hui, c'est de dire, en fait, cette croyance, elle est peut-être désuète, elle est peut-être plus actuelle. Elle est peut-être aujourd'hui limitante. Et donc là, la personne, je viens de grandir de 10 ans d'un coup là. Ça tombe bien. C'est la sagesse aussi. La préparation mentale, c'est de la sagesse. Enfin, entre guillemets. Une partie des choses qui... Et comment est-ce que tu... Alors, j'aime bien cette logique de se dire, ça commence par changer de perspective. Ouais. Je sais pas si c'est le bon exemple ou un bon parallèle, mais par exemple, je sais que moi, dans les outils que j'utilise à titre personnel, c'est principalement autour du langage, mais d'essayer de travailler autour de la distanciation. Comment est-ce que dans le langage que j'emploie quand je me parle à moi-même, je crée un espace où je Ouais. suis pas complètement fusionné avec ma pensée, mon ressenti, et un truc tout bête qui peut aider à ça, c'est l'utilisation de la troisième personne. Tu vois, de me parler à moi-même en disant: «Thomas, tu es capable d'y arriver, tu peux le faire». Tu plus, tu ne fais plus un avec la pensée ou Ouais. le sentiment, mais tu arrives à créer un espace et cet espace-là qui te permet d'avoir un petit peu plus de marge de manœuvre. Est-ce qu'il y a des outils auxquels tu penses, que tu utilises régulièrement ou pas, mais qui peuvent aider justement avec ce changement de perspective? Alors, il faudra que je reprenne sur la question au début, mais je vais répondre commencer par la deuxième. Effectivement, tu n'es pas ce que tu penses. Donc, l'émotion que tu ressens, ça ne te définit pas. Je stresse dans une situation, ça ne me définit pas comme quelqu'un de... Stresser de manière universelle, entre Ou ça ne guillemets, te quoi. définit pas comme un loser. Mmh. Je stresse d'ailleurs parce que en fait, j'en ai besoin de stresser à ce moment-là. Parce que c'est une situation en jeu et que naturellement, mon corps stresse. Je stresse. C'est un enjeu. Physiologiquement, ça m'aide à être dans un état qui me permet de performer dans C'est ce une contexte-là. activation. Ouais. Quand tu vas chercher une baguette de pain, hormis la première fois où on t'a donné une pièce de 2 € pour aller la chercher et que tu te dis, bon, là, est-ce que j'aurais bien la monnaie qu'on m'a demandé? Mes parents m'ont dit ça, etc. Hormis la toute première fois quand tu es parti chercher une baguette de pain, quand tu vas dans une boulangerie, tu n'as pas trop d'appréhension. Donc le corps, lorsqu'il sent que l'enjeu est moindre, il te met pas, il active pas ce système de vigilance qui est le stress. Alors, faut que je reprenne tes 2 questions. Il y avait un sujet autour de, tu n'es pas tes pensées Oui, et donc du coup, enfin, voilà. c'est là-dessus que tu étais parti. Et tu parlais de distanciation. Ouais. En tout cas, je disais que moi, c'était une technique qui m'aidait justement dans ce Ouais. changement de perspective, Mmh. d'essayer de créer de l'espace, Ouais. notamment à travers la façon dont je me parle à moi-même, mais il y a sans doute d'autres manières de le faire et c'est peut-être pas même la Je meilleure. vais sans doute encore te surprendre, mais il y a un mot qu'on n'emploie pas dans ce sens-là, Mmh. c'est l'humilité. OK. Hem J'adore utiliser des mots comme ça. Alors, pas le mot humilité, mais comment ça se traduit dans les mots? Peut-être. Peut-être que je pense comme ça parce que ceci, parce que cela. L'humilité. Je ne sais pas, je suis pas si sûr en fait. Ouais. Moi, c'est ce que je propose. Tiens, ça, c'est un outil. En fait, ça ouvre un espace pour Oui, envisager d'autres possibilités. absolument. Peut-être. C'est plus une vérité absolue, c'est une hypothèse parmi d'autres, quoi. Et voilà, ça change tout. Mmh. Ça change tout. Parce que là, tu es ouvert en fait. Mmh. Peut-être que... Alors moi, j'aime bien certaines phrases comme je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais ce que je veux. Mmh. Ouverture au monde et refocalisation. Ouverture au champ des possibles. Au champ des choses, des surprises, des choses... C'est que ça, hein, une compétition, Jeux Olympiques, une compétition, ce ne sont que des surprises. Et je l'ai assez vécu en préparation mentale pour te dire que très, très, très souvent, il se passe pas du tout ce qui devait se passer. Donc l'ouverture au champ des possibles fait qu'on a
bah, on n'est pas une sorte de friction. Ça devait pas se passer, c'est la cata. Tout peut se passer. Ok, je suis ouvert. Et ensuite, je sais ce que je veux, je sais pourquoi je suis là. Et donc, je me refocalise. Donc, l'humilité, c'est, mais je pense ça. Peut-être que c'est pas si grave. Mmh. Peut-être que c'est humain. Peut-être que les autres aussi le pensent. Tu peux y aller. Mmh. Peut-être je me souviens avoir eu une sorte de débat. C'est rare que les clients mettent un petit peu comment dire, en doute ce que je peux exprimer. Je suis pas là pour leur imposer, mais quand je me souviens, c'est très rare, mais je me souviens une séance avec un parent, parce que j'accompagne aussi beaucoup les parents. Il me disait: «Non, il faut pas penser peut-être». Bon, moi, c'est l'un des outils les plus puissants que je trouve, en fait. Peut-être que tu peux peut-être toi-même me dire ce que tu en penses, mais peut-être que voilà, et en fait, waouh, tu es beaucoup plus cool. Tu es beaucoup plus ouvert et ça n'enlève en rien ton envie de bien faire. C'est juste que tu es un peu moins fermé et donc moins capable de gérer une situation. Donc tu reviens à ce que tu disais, se distancer. Bah, quand tu as une sorte d'humilité sur les événements qui arrivent ou qui peuvent arriver, bah, tu te distances en fait. Ta croyance, elle est un peu limitée par cette forme d'humilité. Mmh. L'humilité de ce qui va se passer, même de ce que je ressens. Et après tout, je ressens ça. Est-ce que je dois m'en vouloir? Mmh. Est-ce que je dois auto-analyser systématiquement, faire un jugement de valeur sur ce que je pense? Alors, pour répondre à ce que tu disais sur, la pertinence ou la puissance du peut-être, moi je l'aime beaucoup parce qu'en fait, comme tu le dis, ça ouvre le champ des possibles et même ça appelle, consciemment ou pas, à envisager d'autres choses. Et Mmh. si c'est pas ça, qu'est-ce que ça peut être d'autre, tu vois? Et je trouve que ça te met dans une posture un peu d'exploration, Oui, sous réserve que tu aies envie de le faire, hein. Comme tu dis, des fois, c'est pas une nécessité, c'est peut-être pas forcément pertinent, mais en tout cas, ça le rend possible. Et je trouve que c'est assez éclairant. En fait, je pense que alors je j'ai pas le contexte et le tenant les aboutissants, mais quelque chose qui m'est venu aussi assez spontanément quand tu parlais de ça, c'est, notamment lié à et c'est la question que j'aurai pour toi après, mais sur cette notion d'ouverture, je pense que quelque part, ce qu'on peut projeter à travers ça, c'est aussi accepter une forme de lâcher prise sur un certain nombre c'est de exactement sujets. ça. Oui, Et je pense que la résistance que tu peux rencontrer par rapport à ça, c'est que y a des gens qui vont confondre lâcher prise et être passif. Tu sais, il y a un truc un peu où le saut entre les 2, mmh, de se dire, «Si je lâche prise, ça veut dire que ouais, que j'abandonne, ouais. j'abandonne». Non, en fait, tu peux continuer à exercer une forme de volonté dans, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure: «Je sais ce que je veux, Ouais, mais je suis OK avec le fait que la façon dont je vais y arriver, ce par quoi je vais devoir passer, ouais. il y a plein de choses que je suis pas en capacité d'anticiper ou de Mais maîtriser tu sais et même tout, ouais, ouais, et que le meilleur moyen d'affronter tous ces trucs-là, c'est justement d'être ouvert, quoi. ouais. Et donc cette ouverture, comment est-ce que tu la cultives? Comment est-ce que tu la travailles? Que ce soit, effectivement, donc il y a tous les éléments de discours que tu as déjà pu partager, que je trouve très intéressants. Est-ce qu'il y a aussi des choses que tu peux faire sur le plan physiologique? Mmh, Tu en avais parlé mmh. tu l'as dit toi-même, cette notion d'activation, et où je pense que, il y a une partie des difficultés qu'on peut éprouver dans un contexte où on est sous pression qui est liée à l'interprétation Mmh. qu'on vient coller à cette activation. Tu vois, tu le disais tout à l'heure, le stress, dans certains contextes, c'est souhaitable, c'est Ouais, nécessaire, ouais, et en fait, ce qui peut potentiellement, créer de la friction ou des interférences, c'est l'étiquette que je vais lui coller. En fait, ton corps, il a besoin de ça pour ouais, performer ouais, et tu peux choisir de le voir comme: «C'est du stress, je suis stressé, je vais perdre mes moyens, je suis pas en capacité de» ou «Je suis excité». Tu vois? On ouais. parlait tout à l'heure de trépigner à l'idée de. Bah, je pense que en termes d'activation physiologique, c'est des états qui sont similaires, mais ce qui peut aussi, faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, c'est la façon dont tu l'interprètes Oui, et la c'est ça. signification que tu lui colles, quoi. C'est absolument ça, ouais. Je reviens juste sur le mot sur le mot peut-être. C'est hyper puissant. Mmh. Peut-être tu l'as déjà toi-même Ouais, ressenti ouais, dans ouais, la ouais. discussion parce que du coup tu fais forcément des parallèles avec ce que tu vis. Après oui, après il y a vraiment des outils aussi. Si tu veux des outils purs, évidemment, la méditation, la respiration, la sophro, la visualisation, mais méditation, respiration, c'est hyper efficace. Mmh. Mais physiologiquement, mais après, moi je travaille énormément, énormément l'état d'esprit. Mmh. Parce que parce que, si tu n'expliques pas, si tu ne permets pas de mettre des mots et de comprendre,
le phénomène peut se représenter et avoir les mêmes conséquences. L'interprétation, effectivement, c'est très pertinent pardon, c'est très pertinent ta remarque, sur l'interprétation parce que le stress, par exemple, pour beaucoup, je prends il y a quelques années, bon, évidemment, c'est courant, mais j'ai parfois des histoires qui me restent plus et j'ai un petit garçon, il a quoi? 13 ans, il fait du foot et cetera. Il me dit: «Je suis hyper stressé». Il fait du foot. Je lui dis: «OK, mais est-ce que c'est normal de stresser?» Et il me dit: «Bah non». Je lui dis: «Mais attends, juste un instant, est-ce que tu es conscient?» Alors quelque part, ça peut, mettre la pression, mais derrière, on travaille sur évidemment le fait de, un peu comme tu dis, lâcher prise, relativiser, on pourra en parler plus après sans doute. Mais est-ce que tu sais que, la planète entière veut faire du foot? Du coup, ça peut expliquer ton stress, en fait. Mmh. En fait, donc c'est déjà tu vas sur, l'interprétation. La planète entière veut faire du foot. Ça veut dire que tu as de la concurrence, quoi. C'est dur de le dire, mais en même temps, ça veut dire: «Ah ouais, en fait, C'est une réalité, c'est la vérité», donc ça explique et ça enlève un poids déjà. mmh. Ça enlève un poids. En fait, On c'est est su normal de le ressentir vu que c'est quelque chose, voilà, il y a de l'enjeu, il y a de la Tu pas le concurrence, il y a de seul, il y a une ouais. concurrence incroyable et cetera. Les pays du monde qu'on n'entend jamais parler aussi ont des gamins qui rêvent de ça et on y a joué pour certains et on sait qu'on aime ça et les opportunités qu'on dit: «Ah bah tiens, j'ai quelques talents, j'empile les buts, pourquoi pas moi aussi?» Tu vois? Mmh. Le stress. Le stress, l'interprétation. Effectivement, au début, beaucoup s'imaginent que c'est une faiblesse. Quand tu creuses un peu, tu te rends compte que, c'est presque, quelque chose qu'ils attendent et qu'ils aiment, en fait. Mmh. J'aime bien poser la question. Imaginons que par un coup de baguette magique, on enlève le stress. Est-ce que tu continues le sport longtemps? Est-ce que tu continues longtemps à aller en compétition Mmh. et donc à t'entraîner? Et tu dis: «Ouais, 3 semaines, ouais». Quand tu enlèves le si quand tu le stress, si tu avais cette magie de cette baguette magique, tu flinguerais tout, quoi. Mmh. Parce que ce qui est bon, c'est la compétition et ce qui est bon dans la compétition, c'est l'enjeu. Ce qui est bon dans l'enjeu, c'est l'excitation. Et l'excitation, c'est une émotion qui contient le stress, justement. Cette incertitude, cette activation, voilà. Donc, commencer par expliquer à un sportif, alors plutôt pour des jeunes, même si parfois ça peut être bon de le rappeler à quiconque, mais que le stress, c'est l'activation physique, physiologique, hem, ça lui permet de se dire: «C'est un message». Moi, j'aime bien dire, hem, quand je stresse, je suis en train de passer en mode compétition. Mmh. Ni plus ni moins. Quand moi-même, Frédéric D'Amato, je stresse, je me dis: «Fred, ça veut dire que tu veux bien faire. Mmh. C'est important pour toi. C'est important pour toi, pour moi». Donc et je me dis: «Ah bah, réjouis-toi. Mmh. Toi qui as l'habitude de dire aux gens: "Réjouis-toi de te de stresser", c'est un mode compétition et ben, c'est ton tour maintenant». Ça m'arrive. Mmh mh. Chaque fois que je vais, devant un public et cetera, dans plein de circonstances, parfois quand j'ai des sportifs qui ont, eux, des enjeux un peu importants et qu'ils peuvent se dire: «Est-ce que lui, il m'aide vraiment?» et cetera. Donc moi, je me remets en question. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que, ton objectif devient mon objectif. Sinon, je signe pas pour autre chose. Je t'aide. Je fais pas de la préparation mentale pour faire de la préparation mentale. Je fais aussi parce que tu as un objectif et que j'essaie dans la mesure du possible, de t'aider au maximum à l'atteindre. Donc, je m'implique aussi de ma façon, comme un entraîneur, comme un préparateur physique, quiconque en fait. Dans le staff, les gens et plus la personne elle est déterminée, plus tu vas avec elle pour l'aider. Ok. Donc, mode compétition. Stress égale mode compétition. C'est comme je dis, bah, voilà, c'est ça. T'as pas, je dis, j'aime bien, faire des métaphores et dire: «Est-ce que tu as un petit GPS?» Moi, j'avais une voiture avant dont quand tu démarrais le moteur, en fait, tu avais le GPS qui sortait. Tu vois? Et c'était beau, ça avait un style, il était caché, puis il sortait. Et tu dis: «Est-ce que tu as, quand tu es stressé, un petit écran, tactile qui te dit: "Voilà, tu viens de passer en mode compétition"?» Non, tu l'as pas. Tu as ces sensations variables, ça s'appelle le stress. Donc c'est un message qui te dit: «Tu viens de passer, je suis en activation, t'es prêt pour ça». Mmh. Et ça change tout. Parce que celui à qui tu n'as pas expliqué ça, qui le sait pas encore, il culpabilise de stresser. Donc en fait, on revient sur ce qu'on a peut-être déjà dit, sur la réaction. Et du coup, il se peut se poser la question pendant un moment.
avant de se reconcentrer dans Pourquoi je l'action. ressens ça? Est-ce que Ouais, c'est normal? Et cetera. exactement. Donc du coup, ça c'est un délai entre le moment où la sensation monte et le passage à l'action qui peut t'empêcher. Bah, c'est effectivement ça, la culpabilité. Ça, c'est un phénomène les plus terribles en réaction émotionnelle. Parce que celle-ci, elle t'interroge. Et tant que tu t'interroges, Bah, t'es tu pas dans t'es l'action, pas quoi. complètement reconcentré, ouais. Ouais. Tu as mentionné le travail que tu fais sur l'état d'esprit et cetera. Il y avait un sujet, que je trouvais intéressant, sur lequel j'aurais bien aimé revenir avec toi. C'est l'endurance Mmh. mentale. Et ça pourra peut-être nous permettre aussi d'introduire, parce qu'on l'a mentionné, en début d'épisode et je ferais mal mon travail si on le traite pas quand même à un moment dans l'épisode, c'est le parallèle avec, l'entreprise Mmh aussi. mh. Mmh. Heu et donc, comment on fait pour performer dans la durée? Qu'est-ce que ça implique en termes d'état d'esprit? Est-ce que c'est une qualité est-ce que c'est quelque chose qui se cultive, tu vois? Mmh. Ouais. Hem Heu, c'est trivial comme exemple, mais pendant longtemps, je me suis dit: «Bah, je suis pas le genre de mec qui fait de la course à pied, encore moins sur de la longue distance», tu vois? Mmh. Spontanément, j'ai pas le morphotype du truc, donc j'avais réussi pendant longtemps à me convaincre que j'étais pas fait pour courir, tu vois? Mmh. Puis bon, bah, après, je me suis lancé un peu des Mmh. challenges, Ouais. alors c'est pas j'ai jamais fait de 100 kilomètres, mais tu vois, je fais mon petit semi, là, Mmh. je suis de nouveau dans une prépa pour une course, un peu longue. Mais donc tu vois, il y avait un peu ce truc où, dans la conception que je m'en faisais, bah, il y a ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas. Mmh. En vieillissant, je me rends compte que c'est rarement aussi, binaire, on va dire. Mais sur, l'endurance mentale en particulier, voilà, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Comment est-ce qu'on le cultive? Et puis après en ouverture, parce que je pense que ça fait peut-être partie des états d'esprit, si on peut Mmh. l'appeler comme ça, qui, se transfèrent aussi pas mal à d'autres, natures d'activités que le sport de haut D'autres niveau, univers, ouais. donc voilà. Mmh. Oui, l'endurance mentale, c'est vraiment un sujet aussi clé en préparation mentale et dans la performance. Hem, alors si endurance mentale est pas loin de résilience, Mmh. est assez lié avec résilience. L'endurance mentale, c'est tenir dans la durée. La résilience, c'est se relever. Mmh. Et donc on peut faire une sorte de synthèse en disant que à maintes reprises, l'endurance mentale, c'est des multiplications de résilience. Mmh. La capacité à se relever dans le temps, Oui, plusieurs fois, ça en n'est que restant ça. ouais, ouais. L'endurance mentale, c'est notamment, la multiplicité, la multiplication des moments de résilience. Mmh mh. Parce que personne n'est linéaire. Mmh mh. Un Federer, au tennis, il perd un point. Il va pas le perdre, il est numéro 1 mondial à ce moment-là. Mmh. Il le perd quand même. Bah, là, il doit se concentrer, il doit s'interroger, il doit peut-être passer à autre chose, il doit peut-être se dire: «Bon, bah, voilà, j'ai perdu le point, j'ai perdu le point. Pourquoi pas se relever?» Ou il perd un match. Ça peut pas arriver souvent, mais il en perd. Il a fait un super, je suis une toute petite aparté, il a fait un super speech d'ailleurs sur le sujet, OK. où il disait qu'il avait, quand il avait analysé un peu sa carrière, il avait fait le constat que au global, il avait gagné à peine plus de 50 des échanges, auxquels il avait participé. Alors, évidemment, tous les échanges ne se valent pas, il y en a qui sont plus déterminants que Mmh. d'autres et qui Mmh. font, que le match bascule dans une direction ou une autre, mais en fait, je trouvais ça très rafraîchissant Ouais. comme constat. Parce que et ça va un peu dans le sens de ce que tu as commencé à dire, c'est que, au fond, même les meilleurs, Ouais. ils Tout le temps. se sont devenus les meilleurs, notamment parce que, bah, ils ont eu cette capacité à se relever, à se Oui, tout le temps. reconcentrer et Tout le cette temps. mentalité de, «Je me concentre sur le jeu d'après, quoi, sur le prochain Sur mouvement». le jeu ma sur maintenant, ouais, sur maintenant. Ça n'est que ça. Mmh. L'endurance mentale, c'est effectivement des moments de résilience. Mmh. Tu peux parler de l'endurance mentale, s de différentes il y a peut-être 3 dimensions, 3 temporalités. L'instant que tu viens de décrire, même l'instant à un coup droit, tu es pas tout à fait content, donc il y a l'instant, hem, où, tu as mis ton pied, enfin, il y a plein de on peut prendre plein de sports. Il y a l'instant pur, le moment. Donc là, il y a une sorte de réflexion, de gestion des émotions et donc pourquoi pas de résilience, sur le fait que l'erreur technique que je viens peut-être de faire ne définit pas qui je suis. Mmh.
erreur technique, ça peut arriver, ça arrive, c'est pas ce que je suis venu faire. Donc il y a quelque chose, d'une réflexion sur l'instant. Première temporalité, donc l'instant, instantané, qu'on travaille en préparation mentale, évidemment. Il y a la gestion semaine, mois, c'est-à-dire saison. Et effectivement, là, tu penses à les gens, comment dire? Quand tu es dans un club, et que tu es quasiment titulaire parce que c'est marqué dans ton contrat, tu te poses un peu moins la question de savoir si c'est marqué dans ton contrat, tu vas jouer, sauf blessure. Mais j'ai souvent des joueurs de foot, par exemple, ou des joueuses de foot, qui, le vendredi soir, reçoivent ou non leur convocation au match. Donc chaque semaine, chaque entraînement s'interroge sur: est-ce que j'ai fait l'entraînement suffisant pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pour être sélectionné avec mon équipe? Est-ce que je vais avoir le droit d'être sélectionné? Donc tous les jours, il y a cette réflexion à ça. C'est dur, hein? C'est hyper dur, hein? Tous les jours. Alors, le travail, c'est effectivement de réfléchir à plus longue distance, à ce que ça t'apporte, et cetera, à dire que tu as le droit de faire, des erreurs, et après tu vas voir: «Tiens, qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce que je peux mieux faire?» Donc la temporalité, avec ces instants de résilience permanents, et encore, et encore, et encore. Avec le vendredi, je suis convoqué, je suis pas convoqué. Après, je suis dans le groupe, je joue pas. Je sors pas. Ça n'est que ça. Ce ne sont que des moments de résilience. Donc on est pas donc et c'est quelque chose de naturel, la résilience, c'est quelque chose de humain, c'est quelque chose de la planète est résiliente. Est-ce que la planète on se bat pour la protéger? Mais n'est-on pas un peu prétentieux de dire ça, parce qu'elle-même se protégera d'elle-même? Et Ce sera peut-être pas notre avantage, mais en tout cas, elle trouvera des moyens de se protéger. Ah bah oui, on est d'accord. Voilà, donc mais ça n'est que ça. La planète l'est. Hem Et après il y a la carrière. Donc ça se transpose, temporalité, premièrement, donc l'instant, Le micro-moment et comment. Le deuxième, c'est semaine, mois, saison, et ensuite c'est la carrière. Et tu as les mêmes situations avec cette, est-ce que je veux relever la tête? Est-ce que j'atteins mon objectif? C'est des questionnements à tous les niveaux, sur les 3 dimensions temporelles, il y a cette même interrogation, et donc ça va se jouer dans ta réponse. OK. Alors c'est la question que j'avais pour toi parce que, tu disais, c'est quelque chose qui est présent assez naturellement. C'est une, Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus parce qu'on a suffisamment d'exemples autour de nous, de personnes qui démontrent cette qualité-là dans des contextes très différents, mais bien enfin, sûr, voilà. tout le temps, ouais. Mais, même si c'est quelque chose qu'on a tous, de manière, plus ou moins, exprimée, c'est pas le bon mot, mais j'ai envie de dire, c'est Naturel. latent, c'est Ouais. naturel, mais ça s'exprime de façon plus ou moins prononcée, et surtout, c'est une qualité qu'on a, plus ou moins, travaillé ou affûté. Parce qu'en fait, Absolument, je oui. pense que, c'est un élan qu'on a assez naturellement, mais j'ai le sentiment, et c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est là où je veux avoir ton point de vue, que c'est quelque chose qu'on peut travailler, dans le sens où on peut, heu, encore une fois, le mot qui me vient, c'est outil, mais c'est peut-être pas le bon mot, sur, OK, je suis dans un contexte où j'ai travaillé dur toute la semaine et j'ai pas reçu ma convocation. Mmh. Comment est-ce que j'arrive à me remobiliser pour qu'est-ce que je me pose comme question? Qu'est-ce que je me raconte? Qu'est-ce que je me tiens comme discours à moi-même? Ou quel échange est-ce que je vais avoir avec toi? Mmh. Pour justement faire en sorte que, OK, bah, je suis déçu, c'est normal. J'ai le droit d'être déçu, et j'ai pas à me sentir coupable. Juger Ouais, ouais. l'émotion, hein, c'est des choses que tu as dit plusieurs fois. Mais OK, une fois ce constat-là, fait, bah, comment est-ce que je me remets Mmh. en ordre de marche pour, pas laisser passer, la semaine d'après, en gros, tu vois, la prochaine échéance? Alors oui, vraiment vraiment, c'est la résilience, c'est presque un réflexe. Mmh. C'est peut-être même un réflexe archaïque, pour prendre un terme qui existe dans un autre contexte. Et oui, ça se travaille aussi. Et comment ça se travaille? Je vais revenir à ce qu'on a déjà dit. Hem, Ça devient une décision de se relever ou pas.
oui, tu as raison qu'il y a des gens qui vont le faire et de manière spontanée. Tu penses à quelqu'un qui a été gravement malade, et qui est le premier à être, le plus fort d'entre nous parce que je dis: «Beh, comment il se relève, comment il repart au combat?» Tu penses aux athlètes paralympiques, pourquoi pas, pour, finalement se redonner de nouveaux challenges. Mais il s'agit de ça. Donc résilience, c'est inné et comment on le travaille? Beh, on a déjà un peu répondu, à savoir que les croyances, quand on travaille les croyances, alors on va rajouter quelque chose. La fixation l'objectif et le sens. Mmh. Tu dis: «Tiens, qu'est-ce qui se passe pour» j'ai un cas récent là, une jeune fille, alors pour moi tout le monde est jeune, mais une jeune femme donc qui joue, dans le stade, hein, au stade, à Rennes, en foot et dont je sais qu'elle a aussi un autre projet, une autre, comment dire? Une autre idée en tête, un rêve, c'est de jouer aux États-Unis, OK. en foot. Et là, elle se dit: «Bah, en fait, est-ce que je dois me formaliser et tellement souffrir de pas être prise, pourquoi pas un week-end de temps en temps? Ou est-ce que je dois me dire que on met en place des objectifs?» On l'a fait, hein, typiquement, jouer et cetera, qu'est-ce qu'elle peut faire comme travail et cetera. Mettre une sorte de on a défini ensemble tout ce qu'elle aurait comme objectif à atteindre sur les Je moyens vois, sur les moyens, pour aller au-delà de, ce qui va se passer vendredi soir pour la sélection en équipe. Mon objectif devient celui à plus long terme. OK. Donc, oui, peut-être que c'est encore mieux si je joue le match, mais peut-être que moi, si je sens que je progresse et si chaque jour je travaille pour mon projet, eh ben, je suis gagnante. Mmh. Si tu es gagnante, bah, tu es dans le sens de ce que tu veux faire. Mmh mh. Encore une fois, c'est un prisme. Mmh. L'objectif, le sens à l'action. Le sens à l'action, c'est ce qui fait que tu te relèves. Si ça a aucun sens, le burn-out, parfois, peut-être, il y a aucun sens. Mmh. Je travaille avec des gens en entreprise, on y vient sans doute. Hem, j'ai quelqu'un cette semaine, tiens, et il me dit: «Ça fait 5 ans que, c'est nul l'ambiance. En fait, je me lève le matin, c'est pour aller, me battre contre l'autre service parce qu'il faut on fait des guerres de chapelle» et moi je l'ai vécu avant aussi, hein. C'est ce qui a fait que je trouvais ça ridicule et que, je m'y retrouvais pas à certains moments, mais on était, service contre service. Mais c'est pas ça la cohésion. C'est peut-être bon, ça peut créer une émulation, mais c'est hyper délétère et il me semble que c'est pas le meilleur moyen de créer la cohésion. Hem, du coup, je sais plus où j'en suis. Tu parlais du sens. Ouais, le sens, ouais. Donc celui, en entreprise qui tous les jours se dit: «Mais attends, je suis pas là pour savonner la planche de mon collègue. Je suis pas là pour me défendre sans arrêt. Je suis pas là pour aller justifier des trucs qui sont injustifiables, qui sont presque aller jusqu'à mentir, jusqu'à faire des actions qui sont, mais pas très saines, Pas qui forcément éthique ou aligné avec mon système de valeurs, en tout Mais cas, oui, et même ouais. simplement, est-ce que ça produit une vraie richesse? Ouais. Les gens aiment se sentir utiles, les gens aiment se sentir, efficaces, personne n'aime être nul, personne aime être inutile. Mmh mh. Donc quand tu les rends à être inutiles ou tu leur prives de sens, tu finis par les tuer mentalement sur la motivation. Donc lorsque tu leur permets et donc c'est quelqu'un qui est en train de faire une réflexion sur, passer à l'action sur l'entrepreneuriat. Et ben là, on est en train de mettre en place, qu'est-ce qui est important pour lui, quelles sont ses valeurs, le sens à l'action. Mmh mh. Parce qu'une fois qu'il a le sens, il sait s'il va rester ou pas. Si si c'est vital pour son foyer, il reste. C'est le sens à l'action. C'est vital, on s'en fout. Je ramène l'argent, on gagne ceci, on gagne cela, c'est bien, on a tout ce qu'il faut. Mmh. Et c'est bien comme ça. Et pour l'instant, j'ai pas besoin de plus. Parce que ça a une cause, il y a une cause. Parce qu'il y a un sens. Et quand tu le perds, bah, c'est là que tu arrives sur: «Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? À quoi je sers? C'est de la merde ce que je fais» et du coup, ben, les gens, ils ont envie de se barrer, quoi. Ils sont malheureux. Alors c'est intéressant ce que tu dis là, en passant, c'est intéressant le fait que tu relèves, aussi les objectifs de, bah, tu l'as mentionné comme ça, mais est-ce que je progresse? Est-ce que j'avance? Moi, je crois beaucoup
aux objectifs de maîtrise plus qu'aux objectifs de résultat slash performance. Alors, tu es dans des contextes où tu peux pas t'en affranchir, parce que c'est quand même la raison d'être du truc, mais Mmh. je trouve que c'est un moyen sain aussi, parfois, de diffuser, ou en tout cas de diminuer l'impact négatif que peuvent avoir les objectifs de performance sur ou pour lesquels il y a quand même plein de variables que tu maîtrises absolument pas, Mmh. qui entrent en ligne de compte. Et donc d'avoir au moins en partie, dans ton périmètre ou ton focus, des objectifs de maîtrise sur ta progression Oui, personnelle. Et est-ce absolument, que absolument. chaque semaine, j'ai le sentiment que je me donne les moyens de Oui. progresser? Et au fond, même si l'issue est pas celle que j'espérais, au moins je peux m'accrocher à ce truc de me dire: «Je me suis donné les moyens Ah oui, d'avancer et d'aller dans la bonne absolument, direction». absolument, c'est ça. Et sur la question du sens, et ça permet de faire le lien avec, ce que j'évoquais tout à l'heure justement sur le sujet de l'accompagnement en entreprise, parce que c'est des conversations que j'ai eues avec certains collaborateurs chez nous. Donc tu vois, moi je dirige une boîte, on est une agence, une Mmh. trentaine de personnes, et j'ai eu des échanges avec des gens où je leur ai dit: «C'est ma conviction et on peut ne pas la partager, mais parce que je me suis beaucoup bagarré avec cette question-là pendant longtemps, et j'en suis arrivé à la conclusion, parce qu'elle me sert, hein, et c'est une croyance qui aujourd'hui me sert, Tout à fait. qui est que le sens, ça se construit au moins autant que ça se découvre. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas j'ai le sentiment, et particulièrement chez les générations un ouais. peu plus jeunes que moi, où justement le sens c'est important, et je pense que ça l'est pour tout le monde, mais ça revêt une importance de plus en plus prégnante, on va dire. Mais il y a un rapport au sens qui est: si je me réveille pas le demain matin en sachant où est-ce que je dois aller, c'est que j'ai raté un truc dans ma vie. Bah, non, en fait, je pense, comme tu le disais, que, le sens, ça se construit plus que ça se découvre, et typiquement, ça prend pas, ça revêt pas une forme universelle. Il y a pas une réponse. Ouais. Tu peux mettre 2 personnes dans la même situation, dans le même contexte. Mmh. Il y en a une qui va réussir à lui donner du sens parce que, bah, il va trouver sa motivation ailleurs. Mmh. C'est pas le contenu de mon job, c'est pas l'environnement dans lequel Ouais. j'opère, Ouais, ouais. c'est les raisons pour lesquelles je viens bosser là Ouais. qui font que j'arrive à donner du Ouais. sens à ce que je fais tous les Ouais, ouais. jours, versus d'autres personnes qui sont peut-être pas dans la même situation et qui n'ont pas forcément les mêmes leviers de construction, les mêmes briques avec lesquelles, construire ce sens-là, où, bah, du coup, effectivement, le contenu de leur mission ou les personnes avec lesquelles ils travaillent vont revêtir, ou vont avoir en tout cas une importance qui est un peu plus forte, parce que, bah, ce sujet de: «Je pourvois aux besoins de ma famille, je suis Mmh. celui qui ramène l'argent à la Mmh. maison, Mmh. ça me permet d'offrir à mes enfants, à ma conjointe, un environnement, un mode de vie, dans lequel, enfin moi je suis content de pouvoir leur offrir ça, et donc ça me permet de continuer à m'investir, quand bien même par ailleurs il y aurait d'autres choses qui m'iraient pas», tu vois? Mmh. Mais donc je suis curieux d'avoir aussi ton point de vue sur la construction du sens, et comment toi tu l'appréhendes, avec les gens que tu accompagnes. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est la pyramide de Maslow. Mmh. Là-dedans, selon ta situation, ton époque, tu vas trouver un sens selon là où tu es arrivé Mmh mh. et selon ce qui est important pour toi. Si dans les premiers temps, tu as besoin juste de manger et de dormir, bah, tu peux trouver un Ouais. sens, tu vois? Après évidemment, selon que tu avances, tu as besoin, pourquoi pas, d'avoir un sens qui se rapproche des valeurs. Heu, je dirais que là, c'est une réflexion avec la personne. C'est pas à moi Oui. effectivement de définir ce qui est le sens de la personne. Je peux l'aider à travers, ce qu'elle peut m'exprimer. Et c'est aussi mon rôle d'aller creuser avec elle sur, ce qui va devenir un sens pour elle. Mmh. Et donc bien sûr, il y a pas de jugement. Et tu dis: «Il y a pas un bon sens ou un mauvais sens, il y a un sens de chacun». Mmh. Parfaitement. Donc le tout, c'est d'aller construire avec cette personne ce qui devient le sien. Ce qui va dire: «Bah, ça m'anime», pour certains, pour reprendre certains mots qui sont employés. Ça m'anime. Ça me fait triper, ça me fait vibrer, comme on dit Je parfois le dans sens, il se passe un truc quoi. Quand je ouais, l'envisage, quand je le projette, je ça c'est m'énergise, ça ça que bah, me tiens, je le sens, ouais, quand je fais ça, d'un coup, ça met en action. ouais. J'accepte, la contrainte. Moi j'ai tendance à dire sur ces sujets-là que l'enthousiasme est un signal très, très fort. Ouais, c'est ça, ouais, je Pour trouve, ouais. pour l'avoir vécu quand j'ai monté ma boîte avec, mes 2 associés, j'avais plein de bonnes raisons de pas le faire. C'est-à-dire que j'étais, dans un track qui était plutôt bien tracé, Ouais. j'avais un job dans lequel je performais plutôt Mmh. bien. Si j'avais voulu continuer à évoluer dans ce secteur d'activité et sur Ouais. cette nature d'activité, j'aurais très bien pu le faire. J'étais dans un contexte personnel qui se prêtait pas du tout au fait de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'allais avoir Mmh. mon premier enfant. Mais l'idée
de monter cette boîte Mmh. avec mes 2 potes, je sentais C'était ça, que quoi. ça me donnait envie, quoi. Mmh. Et oui, il y avait un tas de bonnes raisons de pas le faire, Ouais. mais ce truc-là que je sentais qui m'animait, comme tu l'as dit, m'a fait passer à l'action Ouais. et on en revient à ça, le passage à Ouais, l'action. tout à En fait. tout cas, m'animait beaucoup plus que les autres alternatives qui s'offraient à moi à l'époque. Et voilà, c'est pas toujours simple parce que ça implique d'être à l'écoute et d'être en capacité d'identifier qu'est-ce qui m'anime ou pas. Et c'est pas parce qu'on l'a identifié que on se sent en capacité de ou Mmh. qu'on a Mmh. forcément le courage de passer à l'action tout de suite. Mais pour moi, c'est quand même un prérequis. S'il y a pas cette envie-là, ça va être très, très compliqué de se mobiliser et particulièrement dans la durée, quoi. Non, mais quand tu manques de confiance, l'envie n'est pas si évidente. Mmh mh. Ça, c'est la motivation et la confiance. C'est complètement lié. Hem, J'aime bien dire, tu parlais de course à pied tout à l'heure. J'aime bien dire, le plus dur, c'est de mettre ses chaussures. Une fois que tu as mis tes chaussures pour aller courir, tu les enlèves plus. Mmh mh. Tu vas courir. Donc le plus dur, c'est de mettre ses chaussures. Hem, donc c'est aussi la discipline. Motivation versus discipline. Mmh mh. Là, forcément, si tu te fies à la motivation, heu, peut-être que tu iras pas. Parce que la motivation appelle la confiance. Mmh. Je pense à cette personne-là qui on vient de démarrer, on a travaillé, cette semaine sur justement, qu'est-ce qui va faire parce que là, elle m'explique ses contraintes, Mmh. ce que tu dis. J'ai ça, tiens, est-ce que le lieu est bon? Et cetera, nin nin. Je lui dis: ce sont juste des obstacles dans le chemin. Ce sont pas réellement des leviers de décision». Oui, si tu veux faire, vendre des glaces, au milieu du désert et qu'il y a personne, c'est peu probable que ça marche. Mais si tu vends ce produit-là dans telle ville à Cesson, par exemple, a priori, t'es plutôt ça sent bon, quoi, Mmh. hein? Donc ça, ce sont des contraintes dans ton parcours, mais c'est pas ça la C'est décision. pas des conditions. C'est pas des conditions. Ouais. Mmh. C'est partie du chemin. Sachant que, regarde bien, tiens, on va utiliser un terme aussi que j'ai employé cette semaine. Tu me dis: «Si c'est pas Cesson, ça peut être Rennes». Donc ça veut dire que ce qu'on appelle la Mésor, je sais pas si ça te parle, la meilleure solution de rechange, Mmh mh. ça c'est un terme de négociation, mais la négociation fait vraiment partie de la gestion des émotions. Pour le coup, si on a le temps d'en parler, pourquoi pas. La meilleure solution de rechange, bah, tu l'as déjà. Ça veut dire que c'est pas là que ça se joue. Donc c'est pas une condition, Mmh. c'est un élément qui va t'ajuster, mais c'est pas ça qui va faire ta décision au final. Et quand tu fais comprendre à la personne que ce ne sont pas des conditions, parce qu'elle y croit, mais que ce sont juste des décisions dans un parcours, bah, c'est plus la même chose. Du coup, tu mets tes baskets, Mmh. tu mets tes chaussures pour aller courir. Tu te lances. Alors, je suis, 100 d'accord avec, ce que tu as dit par rapport au fait de mettre ses baskets. Je me suis, à titre personnel, pris de passion pour, le design comportemental. Donc comment est-ce que je crée un environnement où j'enlève le plus possible les frictions qui pourraient m'empêcher de passer à l'action? Parce Mmh. qu'en fait, comme tu le disais très bien, le plus compliqué, c'est de se lancer. Une fois que tu es «lancé» entre guillemets, Ouais, alors il faut pouvoir entretenir, ça sur le long terme ouais, et ça faisait partie l'endurance mentale, ouais. des effectivement des dernières questions que je pouvais avoir. Tant qu'on y est et parce que tu l'as mentionné et que je trouve ça intéressant et que je pense que ça se joue à plusieurs niveaux, la négociation qui fait partie du travail de préparation mentale, Mmh. comment ça se manifeste? Dans quel contexte est-ce que tu peux être amené à traiter de ces sujets-là? Et particulièrement ce qui m'intéresse à titre personnel, puisque je le vois chez moi tous les jours, c'est la négociation avec soi-même. C'est surtout ça. Voilà. Ouais. Quand tu travailles sur, donc moi j'ai travaillé avant dans des grosses boîtes, j'étais sur, de la négociation, notamment, donc avec des sociétés multinationales et cetera. J'étais chez un équipementier télécom Mmh. notamment et on vendait des applications, donc au niveau opérateur, au niveau d'un pays, tu vois? Et donc j'ai eu la chance d'avoir aussi des cours un peu plus poussés, notamment en négociation. Et dans la négociation, donc en fait, comment dire? Hem, pour gagner la négociation,
Alors, tu peux naturellement avoir un côté, et je l'étais d'ailleurs, compétiteur. C'est-à-dire que tu pourrais avoir 100, mais tu veux obtenir 120. Mmh. C'est comme ça. C'est en toi, négociateur, compétiteur compulsif. Tu as besoin de faire 120 alors qu'en fait, tu as 100, et c'est très, très bien, quoi. Mmh. Mais tu as besoin de 120 parce que là, peut-être que tu es dans une démarche où, tu penses davantage à la performance et presque à battre ton adversaire. Déjà, tu penses qu'un adversaire, c'est pas ça, on part mal, mais Mmh. ça peut, hein, indirectement, implicitement être ce qu'on pense ou ce qu'on se représente. Et là, en fait, tu as déjà perdu la seconde négociation. Parce que lorsque ton partenaire de négociation, sa personne qui est en face, se rend compte qu'en fait, tu l'as carotté, j'aurais pu dire un autre terme, Mmh. plus à la mode, que tu l'as voilà, elle revient pas dans la même condition avec toi, Ouais, parce que c'est tu as sûr. perdu quelque chose. Mmh. Donc j'en viens à dire quoi? J'en viens à dire que dans une négociation, et on va aller sur ensuite le personnel, Mmh. c'est capital de penser aux intérêts prioritaires. Mon intérêt prioritaire. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à mettre sur le même niveau des intérêts secondaires. Mmh. Donc on va dire qu'il y a 10 éléments qui sont importants pour moi et il y en a rarement 10, peut-être, hein. Hem, et si en fait tu vas mettre autant de poids de négociation sur des éléments secondaires, des intérêts secondaires, t'en viens presque à dénaturer ce qui était le plus important pour toi. T'en fais une affaire personnelle alors que tu as besoin de t'assurer que, dans la mesure de la négociation, tu peux obtenir ce qui est important pour toi Mmh. et aussi en face. Donc la vraie victoire de la négociation, c'est quand les 2 parties ont gagné, ont une réponse favorable à leurs intérêts prioritaires, OK. primaires, Mmh. prioritaires. Et du coup, on peut le reste est presque du bonus, c'est presque un En plus. tout cas, ça peut être des leviers justement d'ajustement en se En disant: disant: «Là, je «Sous lève un peu le réserve que pied». j'ai A, je suis prêt à sacrifier un peu B», quoi. C'est exactement ça. Donc, et pourquoi je fais le parallèle? Parce que concrètement, Heu, la négociation, ça devient presque, parce qu'il y a de l'ego, une négociation avec soi. Qu'est-ce que je suis prêt à «lâcher» entre guillemets? Parce que si tu sais ce que tu peux lâcher ou ne pas lâcher, tu te focalises sur ce qui est vraiment important. Dans une négociation sur l'émotion, hem, Zidane met un coup de tête. Réaction catastrophique à l'émotion. Émotion variable, vexation, ce que tu veux. Besoin de réparation visiblement ou de vengeance en tout cas, parce que Exactement. ouais. Là, en plus, si on met on fait un pas de côté et on se dit: «Mais attends, au fond, est-ce qu'il se venge?» pour répondre à ta remarque, est-ce qu'il se venge de Materazzi? Ou est-ce que c'est juste une goutte d'eau ou une goutte d'huile sur le feu dans la situation de l'équipe de France où Domenech est détesté Mmh mh. et qu'en fait, l'ambiance est dégueulasse, l'ambiance est délétère, l'ambiance est pourrie et qu'en fait, c'est juste, en fait, une émotion qui a Point de bascule, ravivé. ouais. Parce que à ce niveau, tu te dis: «Bah, c'est pas très logique», surtout si tu travailles avec un préparateur mental, ce qui était peut-être pas Ouais. le cas à l'époque, c'était moins fréquent. Et puis il était assez fort pour En tout peut-être cas, s'en les exonérer. intérêts prioritaires et secondaires, ils sont assez évidents dans ce cas de Tu figure-là. vois? Tu vois? Le besoin de réparation personnelle versus gagner Et la la coupe coupe du du monde. monde, tu vois? C'est quand même, Donc c'est pour ça que je fais le parallèle. ouais, C'est une négociation. Hop, 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 ouais, revenons à mon intérêt prioritaire. C'est pas du tout me venger. ouais. C'est pas du tout le moment et en plus concrètement, oui, alors je sais, on va me dire: «Il y a la pression, la pression, la pression, la pression», mais c'est son métier la pression. Ouais. La beauté de ce qu'il a fait, c'est de faire les gestes techniques Mmh mh. dans la pression qu'il subissait Mmh. au Real, en équipe de France, Depuis des années. depuis longtemps. Ouais. Et c'est son métier. C'est son métier. Joueur de foot, c'est réaliser, sportif, c'est réaliser quelque chose dans un contexte de pression que les autres peut-être peuvent pas supporter, peuvent pas réussir. C'est pas seulement réussir, comment dire, à réaliser techniquement, mais réussir à réaliser sous la pression, dans la durée. Là, tout se mêle, tu vois, quand je te Ouais, parlais d'endurance ouais. mentale, ça fait partie clairement de la préparation mentale, de la performance. Tout ce qu'on a dit vraiment se mêle sur ça. Et donc je faisais le parallèle entre la négociation émotionnelle interne. Ouais. Encore une fois, je le dis, le problème, ça n'est pas l'émotion, C'est la le réaction. problème, c'est la réaction à l'émotion. Ouais, ouais. Et pour pouvoir se donner l'opportunité de choisir, faut réussir à créer cette en fait, ce que je trouve,
compliqué dans l'exercice, c'est que, dans une certaine mesure, pour choisir la réaction la plus appropriée, il faut créer l'espace nécessaire pour alors j'imagine qu'au bout d'un certain temps, tu peux conditionner certaines Mais choses c'est ça qui se passe. mais il y a en fait, c'est ça le truc, c'est que tu es dans un mouchoir de poche. Tu as 1 seconde, 1 seconde et demie Mais pour, c'est que ça, ouais. réagir. Ouais. Donc, 1, est-ce que tu peux te permettre le luxe de prendre le temps de choisir comment tu vas réagir? Ou 2, comment est-ce que tu as fait le travail en amont? Et ça revient sur ce que tu disais tout à l'heure, pour que, dans un contexte donné, la réaction la plus appropriée, ce soit du conditionnement. C'est presque plus il y a plus de Fort heureusement, moi je te dis, on travaille au niveau conscient et inconscient. Fort heureusement, ce qui est compris est intégré, OK. y compris au niveau inconscient. OK. Y D'où compris l'enjeu de faire de la pédagogie, d'aider les gens à ce que tu disais tout à l'heure sur, comprendre la peur. ouais, Bah, oui, une fois que je l'ai compris, oui, je l'ai intégré on peut retravailler dessus, et mais bien oui, sûr, c'est déjà un bon point de départ, ouais. en tout cas, il y a un monde où la prochaine fois que je suis dans cette situation-là, très rapidement, j'enclenche parce qu'en fait, j'ai réussi à intégrer le truc, quoi. Ce que je disais tout à l'heure, la vraie réponse d à notre travail de préparation mentale, c'est ce qui se fait sans s'en rendre compte. Mmh. Mais c'est exactement l'objectif qu'on a. C'est pas ça n'est pas le conditionnement, si tu veux, la programmation consciente, c'est un chemin qui permet à aller vers le niveau inconscient. Comme l'entraînement. Mmh. Ouais. L'entraînement. La pratique délibérée fait que les gestes techniques deviennent des réflexes. Peuvent Peuvent, notamment ouais, peuvent notamment, ouais. et la prise de décision, c'est aussi amusant ça, la prise de décision. Comment tu expliques que la prise de décision, elle peut être encore plus efficace, dans un temps extrêmement court, en jouant en spontanément. J'ai une balle qui arrive, je mets mon pied lucarne. Merde, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai fait exactement le bon geste et tu l'as peut-être même jamais appris ce geste. Ouais. C'est l'inconscient qui, C'est là, c'est ce qu'on peut appeler un instant d'état de flow. ouais. C'est-à-dire ce moment où en fait, tu as laissé ton corps gérer le truc. Là-haut, tu sais: «Ah là, faut que je marque un but, je peux marquer un but, pourquoi pas?» Et on s'en fout de c'est difficile, pas difficile. C'est ce que je veux. Et là, la ballon, elle arrive, hop, je mets mon pied, tout est Aligné. naturellement, Ouais, mais tout le temps en fait, très souvent. ouais. Et là, tu fais le geste parfait, lucarne. Donc si tu Ah, veux, c'est intéressant. ce travail-là, il a une part consciente et inconsciente. Pourquoi? Pour permettre à ce que de manière inconsciente, tu fasses les choses et notamment la gestion des émotions. Heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs que systématiquement en situation, Zidane sort pas son papier, Ouais. ne pas mettre un coup de boule à quelqu'un. C'est vrai que dit comme ça paraît absurde. Ouais. Le travail qu'on fait, justement, mais même sur ce niveau-là, Mmh mh. il est, heu, c'est la demi-seconde de Libé, il est un temps qui est inférieur à la seconde. Je sais même pas combien de temps c'est. La prise de décision, tu as 1 an de négociation avec une boîte sur nana 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 nana. Mais la prise de décision, elle prend combien de temps? Ouais. C'est pas un lundi matin, début de réflexion, vendredi soir. Ouais. C'est le moment où c'est ça prend ce temps-là. Ouais. C'est toujours pareil. Donc, fort heureusement, c'est pour ça que je dis, bah, il a pas travaillé avec son préparateur mental pour avoir ce genre de réaction. Il y a d'autres contextes en plus. Qui plus est, puisqu'il a cette expérience, cette expertise, il y a d'autres contextes qui font que. Donc, je te dis, à mon avis, ça n'est pas que contre C'est pas la Materazzi. première fois qu'il se fait insulter sur le terrain, par un autre joueur. Mais non, évidemment pas. Surtout en ayant joué, en En Italie, Italie, par etc. Mais, exemple, mais ouais. partout, partout. Et c'est partie du jeu, quoi. Je veux dire, il le sait très bien. Donc, c'est le niveau, sans doute, de nervosité, euh, de cohésion, Mmh mh mh. avait pété. Mmh mh. La cohésion n'était pas là. Ce qui fait que là, en fait, pourquoi je me bats pour ce type? Mmh. C'est ce qui se passe, Ouais. hein. C'est à un moment donné, quand tu es dans une équipe, tu te bats pour ton entraîneur aussi, ton sélectionneur. Mais si tu le fais plus, c'est que les verrous de la relation ont sauté. Ouais. Pourquoi Et pas? donc encore une fois, intérêt primaire, secondaire. Ça, On on va peut le je travailler. joue pas pour moi, je joue pour les autres.
si les autres me donnent aucune raison de jouer pour eux, pourquoi est-ce que je me retiens dans un contexte Bien comme entendu, mais celui-ci, tu vois? après, si tu veux, c'est intérêt prioritaire, c'est ma carrière dans la durée, c'est Bien mon sûr. image. Ouais, bien sûr. Ça compte aussi. Bien sûr. OK. Et je reviens pour parler de Vas-y. l'endurance mentale. Ben Arfa. Mmh. Hatem Ben Arfa, il était extraordinaire. C'est sans doute l'un des tout meilleurs joueurs au monde à certains moments. Mmh. Mais l'endurance mentale, c'est la capacité à durer. C'est pas seulement des à-coups. Ça respire pas la résilience. Ouais. Parce que quand tu mets 6 mois, ça respire pas la résilience. C'est genre, il est tellement bon que de toute façon, ça se voit. Et il le fait. Mais à chaque fois, il y avait 6 mois entre 2 performances. Bien sûr, j'exagère et je dis pas ça voilà, c'est un type que moi-même je trouvais magnifique à voir. Mais c'est vrai qu'on a un exemple aussi de ce qui n'est pas cette endurance mentale dans la durée d'une saison, d'une carrière. Ouais Voilà l'endurance mentale niveau carrière. et ce que je trouve intéressant à travers ce que tu dis là, c'est qu'il y a une différence entre le talent, Mais oui, enfin, performer au plus haut niveau, le talent est une et encore ça se discute, condition nécessaire mais pas suffisante. En tout cas, tu as un truc où, alors tu peux faire sans, pas complètement sans, mais le travail peut compenser tout à une fait. partie, mais par contre, c'est pas parce que tu es très talentueux que tu arriveras à performer au plus haut niveau, Non, surtout ça à le suffit faire dans pas. la durée, quoi. Ça suffit pas le talent. Il y a des joueurs qui ont fait des carrières et qui en font toujours, hein. J'ai un exemple, Rongier, c'est un joueur à Rennes, il était à Marseille, il avait des performances l'équipe avec lui avait des bonnes performances et ça se voyait aussi quand il était absent et là, à Rennes, il est là et l'équipe, elle est solide, quoi. Mmh. Pourtant, c'est pas la caricature du joueur ultra talentueux, Ouais, ouais. mais il est dans l'équipe et sa façon de jouer, peut-être comme Deschamps. Mmh. Peut-être comme Deschamps, peut-être que Deschamps était encore meilleur, j'ai pas souvenir assez de matchs de l'avoir vu, mais en comparaison peut-être, mais c'est plus ancien. Mais tu as des joueurs comme ça qui bonifient l'équipe, sans qu'ils soient brillants. Ouais. Parce que ce qu'ils font sert à l'équipe. Ça fait gagner. Et C'est quand un autre niveau de contribution, quoi. ouais, et ça fait gagner. Mmh mh. Tu Et au gens fond, intérêt prioritaire, voilà, c'est ça. Donc non, le talent, ça suffit pas, le talent, c'est magnifique, c'est chouette, c'est génial, mais derrière, ça suffit vraiment pas, quoi. Moi, quand j'ai des gens qui vont se reposer là-dessus, clairement, on va travailler sur un état d'esprit qui sera supérieur à ça, parce qu'on peut pas se focaliser que là-dessus. J'engage aussi ma notoriété en travaillant avec des gens, enfin, il y a pas de prétention, mais je veux dire, je leur souhaite le meilleur, et comment dire, et j'ai aussi besoin qu'ils aient un comportement, enfin, j'essaie de voir avec eux comment on peut faire pour aller vers le plus haut niveau. mmh mh. Et dans ce cas-là, il y a effectivement des conduites, et cetera. Tiens, j'ai un exemple d'une fois, un joueur de foot qui me disait: «Ouais, je suis toujours en retard à l'entraînement». OK, il était à Laval. C'était il y a un petit moment et je lui dis: «Mais attends, tu vas pas avoir un comportement de professionnel quand tu seras en première ligue. Mmh. Tu Si iras déjà, en je tu ouais, iras en première ligue parce qu'en plus de ton talent, tu auras aussi une éthique souvent de travail, une rigueur». ouais. Une rigueur et que si enfin, je veux dire, enfin, c'est pas le mec, il attend la première ligue. Il attendait, hein, je te promets, il attendait la première ligue, qu'elle allait l'appeler pour le mais je lui dis: «Écoute, non, non, c'est la première ligue te prendra pour différentes raisons». J'ai quelqu'un actuellement qui est pareil, un joueur, qui est aussi là, sur plusieurs sélections, nationales. Il va pouvoir avoir sans doute le choix. Il est tout jeune, hein, mais dans les gens des sélections, on dit je parle beaucoup avec le papa du coup et les gens des sélections, on dit au papa: «On aime son éthique, on aime sa mentalité» Mmh mh. Mmh. et ils lui disent: «Dribble plus». C'est-à-dire qu'ils pensent qu'on t'a ils sont même pas en train de dire, on le prend parce qu'il dribble, on le prend enfin on l'aime parce qu'en plus, il pourrait dribbler, on le sait. Mmh mh. Et en match, il veut être peut-être, il veut Ouais. passer, il veut être, collectif et peut-être aussi la petite appréhension parce que, Il les éq s'expose, encore une aujourd'hui fois. oui, mais aussi en le fonctionnement d'une équipe de foot, c'est tout à fait paradoxal. On va chercher les meilleurs dribbleurs pour leur faire des passes. Mmh mh. Donc tu demandes à quelqu'un tu le prends parce qu'il est brillant et tous les week-ends, il fait la défense de sa défense au but, il fait tout le terrain, il est brillant. Et tu vas lui demander de changer, de le dénaturer en étant fait des passes, des passes, des passes, des passes. Mmh. Bon là, parfois, il y a une petite incohérence. Donc du coup, voilà, ça c'est parfois un petit peu, amusant de voir ça. Mais donc non, le talent ne suffit pas.
Tu as déjà été très généreux avec ton temps et je pense qu'on pourrait continuer à explorer ces sujets pendant des heures parce que c'est des sujets qui me passionnent. Si tu avais un dernier élément que tu voudrais faire passer aux gens qui nous écoutent sur les choses qu'on n'aurait éventuellement pas encore évoquées, qu'est-ce que ce serait? Bon, déjà, je dis le mental n'est pas une option. Mmh. Ça veut dire que ça me semble vraiment hyper intéressant, hyper passionnant, hyper utile de travailler son mental. Il y a pas alors, ce que je pourrais dire, c'est que, je fais le parallèle, en fait. Moi, j'ai fait le parallèle, et c'est peut-être, une de tes premières questions. Qu'est-ce que l'entreprise m'a appris, Mmh. du monde du sport du haut niveau et qu'est-ce que le sport de haut niveau m'a appris, pour l'entreprise? Hem, L'entreprise telle que je l'ai vécue, m'a appris que j'étais peut-être déjà un employé de haut niveau. Mmh. Sans prétention, juste en fait le niveau d'exigence qu'on avait était tel, je pense aux réponses aux appels d'offres sans ChatGPT, Mmh mh. sans correcteur. On avait un correcteur, mais on avait Word comme Mmh, correcteur. ouais. On avait des outils d'ici ça a 20 ans quoi, ou à peu près 20 ans. Hem, Certains sont des athlètes ou des employés de haut niveau. Ce que donc ça m'a appris que en fin de compte, ça allait être, semblable, qu'il y a plein de gens qui sont déjà des athlètes de haut niveau. Et ce que le sport, m'a appris pour l'entreprise, c'est comment on gère ces situations. Donc l'entreprise m'a appris qu'on était tous des athlètes de haut niveau, d'une certaine façon, et l'entreprise m'a appris comment aider, non, et le sport, pardon, et le sport de haut niveau m'a appris comment aider, à la gestion des émotions, la confiance, et cetera. Mmh. Donc ce que je peux apporter en entreprise. OK. Voilà le parallèle que je peux faire, et c'est important parce que, on a tous nos challenges, on a tous nos ambitions, nos envies et la confiance, ça se travaille. La confiance, c'est pas quelque chose de c'est une émotion. On revient, c'est une émotion, donc elle varie. C'est l'histoire de mettre ses chaussures, c'est voilà, c'est aussi le sens de mon travail, c'est la gestion des émotions pour notamment, aider à être plus confiant. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis là pour clôturer là-dessus, c'est aussi que le fait de l'expliciter, ça permettra et c'est ce que j'espère à travers ces conversations, à certaines personnes de s'autoriser à explorer ces outils-là. Ouais. Parce qu'en fait, on sait qu'ils existent, on se doute bien que les athlètes de haut niveau, ils en arrivent pas là où ils en sont et ils performent pas comme ils le font, juste par la grâce, de je sais pas quoi. Ils ont des pratiques, ils ont des routines, ils ont des outils, mais des fois on et c'était ce que tu disais un peu en préambule, on les imagine tellement différents de nous. On a un peu cette vision d'une espèce de machine, ultra Ah, beh, disciplinée, ils le sont quand ultra même, hein. Ils le sont, hein. bien sûr, mais Je pense aux triathlètes, ce que je veux dire par là, c'est que eux aussi, ils ressentent ces émotions-là oui, dans des contextes différents, oui, pour des raisons oui, différentes, oui, mais ils vivent avec aussi la même chose. et ils ont appris à le gérer et en Ou pas, fait ou pas, ou pas, et on l'apprend. On l'apprend justement. mais ce que je veux dire par là, c'est que, c'est un travail qu'on alors j'aime pas les injonctions, mais qu'on pourrait ou qu'on devrait tous s'autoriser à faire et d'aller voir ce qui se passe du côté de gens comme chez toi avec ce que tu peux proposer et la façon que tu as d'accompagner ces personnes-là. Il y a plein de choses à prendre et à ramener dans nos quotidiens qui sont Oui, certes pas les mêmes, mais qui présentent leur lot d'enjeux, de mais challenges, de défis, comme tu le c'est ce disais je dis pas autre chose, je dis pas autre chose, et ouais. voilà et ces outils-là peuvent servir aussi. Donc si les personnes ont envie de creuser, d'en savoir un peu plus sur ce que tu fais, vers où est-ce qu'on les oriente? Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour eux, pour continuer à explorer ton univers? Bah, moi, mon univers s'appelle Mental Olympique, Mmh. donc en mettant et donc mon nom, hein. Bon, je publie, très régulièrement des articles, qui me semblent, je vais laisser passer le donc je publie régulièrement des articles, sur tous les sujets qui me semblent importants, qui peuvent aider. Donc il y a vraiment, vraiment matière. J'ai beaucoup OK. de plaisir à écrire régulièrement sur des sujets qui sont amenés par les personnes qui me demandent, par, des choses que j'ai pas encore évoquées, où j'ai envie de donner mon point de vue et mon approche. Donc, j'ai un blog typiquement qui est Mmh. alimenté, des vidéos, enfin il y a Je plein de mettrai le choses. lien en description évidemment pour que les gens puissent Il y aller a il y a regarder. beaucoup de sources et en plus j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire donc ça va continuer à être beaucoup alimenté et ça peut aider bien sûr les sportifs de haut niveau mais chacun. OK, Chacun et le monde de l'entreprise, des étudiants, très bien. voilà. Super. Merci Frédéric.
Merci beaucoup, avec plaisir.